Amis collectionneurs et curieux de la pop culture, bien le bonjour. Voici une nouvelle vidéo des Optiques en Panique et cette fois-ci, on va découvrir la collection d'un cinéphile. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Salut Phil, salut Flo, bah alors qu'est-ce que vous faites là? Ouais, ça faisait longtemps. Oui. Alors, on va découvrir ta petite collection. Il paraît que tu es un fervent défenseur du support physique. Bah il paraît. Et donc, nous voici dans l'antre de Charles. Voilà, bah bienvenue dans mon antre, bienvenue dans ma collection. Donc là, il y a des jeux vidéo, mais cette vidéo est surtout centrée sur le cinéma. Ouais, voilà. Donc, tu vas nous faire découvrir un peu tes... Les jeux vidéo, ce sera une autre fois. Voilà, on prendra le temps. Là, on va vraiment se focaliser sur la partie cinoche. Juste, des choses à dire. voilà, juste avant qu'on regarde tes objets, un petit historique quand même déjà. Depuis quand tu collectionnes ? Depuis quand je collectionne vraiment début des années 2000, j'ai commencé plus ou moins à cette période-là à collectionner déjà les films et ensuite c'est passé sur les jeux vidéo. J'ai toujours été gamer en fait, depuis l'âge de 5 ans. Quand j'ai eu mon premier Game & Watch, j'étais gamer et j'ai jamais cessé de m'acheter des jeux, mais je les gardais pas, je les revendais pour acheter d'autres choses. Et à partir du moment où j'ai pu, on va dire, avoir mes propres revenus, évidemment je me suis mis à collectionner. Donc c'est d'abord parti sur les DVD et puis les jeux vidéo c'est venu un peu après, mais à peu près en même temps on va dire. Tu as commencé par les DVD, donc. Tu te souviens de tes premiers achats en DVD d'ailleurs, les films ? Les premiers achats, c'était des animés japonais à l'époque, parce que c'était le gros boom, le début des années 2000, c'était vraiment le gros boom du DVD. Vu que j'avais découvert la Japanime plus ou moins à cette période-là avec Evangelion, les premiers c'était vraiment des DVD d'animés japonais. Je suis passé sur le cinéma quelques années après. Voilà, j'ai toujours apprécié le cinéma, mais c'est vraiment à partir, je dirais, de 2004 que je me suis mis vraiment à bouffer du cinéma de manière boulimique, en fait. Et boulimique, c'est le terme, en plus, vraiment. J'ai eu une période où je les enchaînais comme un fou, quoi, en fait. Donc forcément, après, ça mène à certaines choses. Pourquoi cet amour du support physique, du coup ? Pourquoi tu as besoin de collectionner, d'avoir un objet chez toi, plutôt que, par exemple, quand le streaming est arrivé, pourquoi tu n'as pas jeté tes DVD ou tu les as vendus au profit du streaming ? Pourquoi avoir gardé l'objet ? Excellente question, en fait, c'est très simple. C'est que c'est une trace physique de l'objet, t'as une vraie trace de l'existence de quelque chose. Et on le voit aujourd'hui avec certains films du domaine public, ces films-là, un jour ou l'autre, il n'y aura plus aucune trace de ces films. Ce qui sera pas en DVD, ce qui sera évidemment pas sur les plateformes de streaming, il y en aura forcément. Tous les films du domaine public, la plupart n'ont pas forcément eu d'édition. En tout cas, c'est très rare, difficile à trouver, c'est des DVD avec des copies pas forcément géniales. Et forcément, l'avantage du support physique, c'est tout ce qui existe en support physique peut être conservé sur le long terme, ad aeternam. On parle d'obsolescence du support DVD Blu-ray, j'ai jamais vu le phénomène personnellement. Oui, parce que moi j'entendais par exemple qu'un DVD ça pouvait tenir 20 ans et après il y a la résine qui se désagrégeait, etc. Toi, tu as eu tes premiers DVD du coup en 2004, du coup. Il y a 20 ans, Tu 20 ans voire plus. Tu les as toujours ? Ouais, par exemple, le Ghost in the Shell édité par Manga Vidéo et Pathé, je l'ai toujours, même si j'ai la version Blu-ray, forcément, j'ai même plusieurs versions Blu-ray, tellement j'aime ce film. Ouais. Mais mon premier DVD de Ghost in the Shell que j'avais acheté, il fonctionne toujours. On le met dans la platine, ça marche. Et ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans, du coup. voire 20 ans, voire plus en fait. Donc pour le moment, ça tient bon, quoi. Moi, cette voilà. théorie, j'y crois pas.
Voilà. Jusqu'à ce que je vois vraiment le truc sur un disque, je n'y crois pas. Et il faut que ce soit évidemment en plus un disque qui soit nickel. Parce qu'il y a le disque est rayé, ça peut être une rayure un peu critique qui rende le disque illisible. Mais là j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu le défaut se produire en fait. Donc moi pour le moment je ne crois pas à ça. Après, imaginons que on ait effectivement une obsolescence possible sur le long terme de ces supports. On gardera l'objet, la boîte existera encore. C'est le témoignage de l'existence de ce film. Sur Internet, il y a des choses qui vont forcément disparaître un jour ou l'autre. C'est obligatoire. Les sites de streaming n'ont que les films populaires, les grosses machines, voire quelques films un peu underground, mais ils n'auront jamais tout. C'est impossible sur un serveur de compiler l'intégralité de ce qui s'est fait dans le cinéma. Alors on va dire que certains films d'époque aujourd'hui n'ont plus forcément je dirais pas de raison d'être, mais non plus forcément d'intérêt, parce que le film a trop vieilli ou autre, mais ça reste toujours quelque chose qui a existé, il faut en garder une trace quelque part. Ne serait-ce que, imaginons pour les historiens, c'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde, clairement, c'est une sauvegarde, et le problème c'est que le dématériel va forcément faire que des jeux disparaissent. Des jeux, voire même des films disparaissent en fait. Et en plus, c'est à toi quoi. L'objet au moins, c'est à toi, tu peux la plateforme de streaming. Tu peux le voir quand tu veux. T'es pas justement soumis à la plateforme de streaming. Par exemple, vu qu'on a une quinzaine de plateformes de streaming différentes, tel film n'est pas présent sur telle plateforme, donc t'es obligé d'avoir plusieurs abonnements. Donc au final, ça t'appartient pas. C'est un abonnement et puis le film peut disparaître. C'est-à-dire que vu que c'est finalement des licences, des droits qui sont achetés. Un film peut disparaître de Netflix du jour au lendemain ou d'Amazon Prime ou bien sûr, concrètement ça s'est déjà vu en plus ou alors un film est disponible sur l'Amazon Prime ou le Netflix d'un pays spécifique mais pas partout. C'est sans fin en fait. Donc là tu possèdes l'objet, mais bien sûr il y a une petite contrainte, je suis en train de te dire, c'est qu'il faut un peu de place. Du coup, un peu de place, forcément. Et on en vient donc à ce que tu as ici. Voilà. Comment tu t'organises, du coup, pour placer tes produits ? En fait, ça, c'est mes étagères Ikea que j'avais récupérées de mon ancien appartement. Vu le peu de place que j'ai ici, j'ai décidé en fait de les doubler. Que ce soit au niveau des jeux que des films. Donc on a 2 rayonnages et un rayonnage est surélevé pour qu'on puisse voir la tranche. D'accord. Voilà. Après, c'est classé... J'essaye de classer par genre de film. Ou par type d'édition. Les steelbooks avec les steelbooks. On va regarder ça. Voilà, on va dire les coffrets Digipack avec les coffrets Digipack. Ensuite, pour les amarrets simples, je classe vraiment par genre de film. Avant de regarder tout ça, est-ce que tu collectionnes donc aussi bien les DVD, les Blu-ray, les 4K, tu as une préférence Les DVD et les Blu-ray. DVD et Blu-ray. Voilà, Steelbook, édition simple, collector, digipack. Ça dépend du film, tout dépend de l'envie. Si vraiment le film m'a marqué plus que d'autres, j'aime bien avoir un steelbook. Ou tout simplement si c'est un film que j'apprécie bêtement et que le steelbook est plus beau que l'amaret. Ce qui est parfois le cas. Pas toujours, mais parfois le cas. Ça dépend des visuels. C'est ça. Mais en général, les steelbooks, le visuel assure. C'est jamais du goût de tout le monde, il y en a qui ont un peu la dent dure, mais concrètement en steelbook, dans ce que j'ai, vous verrez qu'on va les sortir, les steelbooks, il y a des trucs vraiment sympas. On va faire un petit tour du propriétaire. Allez. Alors, on est devant ta première étagère du coup. Voilà. Moi j'aime bien voir en fait comment les autres collectionneurs mettent en scène leurs produits, leurs vidéothèques. Voilà. Donc toi, apparemment c'est pas définitif, c'est un peu en cours. Non, suite à un déménagement, du coup c'est en cours. On n'est pas loin de la fin, mais il y a encore 2-3 trucs qui sont un peu mélangés. Mais globalement, c'est classé soit par genre, ou alors si on est sur des éditions un peu spéciales, par type d'édition. Les VHS Box, on va dire ensemble, les steelbooks ensemble, les digipack ensemble. Alors, on va partir d'ici, du coup. Ici, c'est pas définitif, tu m'as dit. Non, clairement pas. Il y a quelques Titans of Cult, voilà. Effectivement, Pacific Rim, Space Jam. Voilà.
Space Jam. Et bah voilà, il a déjà pété des trucs, on va faire fonctionner l'assurance. Alors, ah bah voilà, c'est Eh encore bah, tombé, bah, deuxième fois. Eh bah bravo, et bah voilà. T'as tout gagné. Alors par contre, je vois derrière, tu as une deuxième lignée Voilà, qui n'est pas du tout mise en avant du coup, c'est complètement caché. Hein. Ouais, c'est caché. Bon, en fait, c'est des trucs que j'utilise moins, c'est les séries en fait. Et Ouais. vu que je suis pas très série, il y en aura pas énormément. À part vraiment les grands classiques, X-Files, Buffy. Alors il y a pas que les séries, parce qu'à côté, j'ai des steelbooks là qui sont derrière. Ah ouais, il y a du steelbook, ouais, bien sûr. C'est le coin Ah, steelbook, mais alors du coup, on voit rien du tout derrière. Ouais, ce que j'avais dit, c'est les steelbooks, clairement, on va les sortir, on va en montrer quelques-uns, parce qu'il y a des jolis trucs, voire même des curiosités, en fait. En fait, donc c'est par un souci de place que tu peux pas tout mettre en facing. Ouais, voilà, Et, clairement, je peux pas tout mettre en facing. C'est pour ça que pas possible, t'en en fait. cales derrière, quoi. Bien sûr. Et, Bah, comme devant, j'ai dit, et devant, tu mets tes plus belles pièces. c'est ça, en fait, avant, je l'avais vraiment positionné de manière à ce que les deux côtés soient visibles. Sauf que là, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus la place. Donc j'ai vraiment maximisé la place complète dans cette petite salle pour que tout soit accessible le plus facilement possible, même si c'est clair que j'aurais aimé avoir les deux rayonnages accessibles, forcément. Alors je vois que, notamment, alors là, tu te prives pas par contre pour mettre en avant un film. Je vois. Ouais, voilà, ouais. Bah, vraiment, Bon, déjà, bon film. Pourquoi celui-ci alors? Alors pourquoi celui-là? Pour plusieurs raisons. Bon, parce que déjà c'est un bon film, c'est un beau film, Jinro, classique. Et bah voilà, le steelbook est magnifique en fait. Hein. Enfin c'est un metal box, mais en vrai. C'est un visuel que tu souhaites mettre en avant. Le visuel est ouf en vrai. Et en plus, une autre raison, c'est que sur la tranche, il y a rien, il n'y a pas de rappel. Donc du coup, ça s'imposait un peu. Et en vrai, c'est plutôt un bon choix au final parce que voilà, la cover est incroyable en fait. Donc on découvre un peu ce que tu as aussi derrière en même temps. Ouais, hein, voilà. Voilà, on a le fameux Mondo, les fameux Mondo. Ghost in the Shell. Le fameux Ghost in the Shell qui est magnifique, mais qui a une exclue américaine, donc pas lisible sur les platines européennes. Tu peux les sortir Sûr. qu'on regarde un petit peu? Bien sûr, avec leur fourreau. Ah ouais. Et vraiment, ouais, joli, hein. le disque, c'est vraiment un très 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 beau steelbook. Et on a un disque exclusif à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment US, spécifique. Là, vraiment, je l'ai acheté celui-là pour l'objet parce que j'avais déjà le steelbook euro en fait. Hein. Là, c'est vraiment purement pour l'objet parce que Ghost in the Shell, voilà, j'adore vraiment cette franchise en fait. Hein. Donc tu as ce besoin de collectionner un film sous plusieurs supports si vraiment il te tient à cœur. Si les éditions diffèrent assez, en fait. Bah d'ailleurs, on en parle. Voilà. Encore une fois, là, on est sur du ultra classique parce que c'est l'affiche d'original, mais voilà, steelbook tout à fait sobre, mais très bien fait en fait, avec le dernier plan du film là, voilà. Et puis là, on a du simple à l'intérieur, on a le Ghost in the Shell de base et le 2.0. Le fameux espèce de remake technique un peu étrange. It Follows, grand film. Bah, It Follows, grand film. Là, c'est la VHS box allemande qui contient cette affiche, en fait, Ouais, bien sûr. en petit format. Un petit peu comme toutes les VHS box contiennent une affiche chez ESC, les versions allemandes ne dérogent pas à la règle. Un format un peu différent en termes de taille, mais on est sur un VHS box. Là, on est sur du Amaret. Donc tu mets un podium, tu mets une boîte du coup pour, ouais, pour les surélever en fait. Là. Pour les surélever parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions en fait. Donc c'est retourné un peu dans tous les sens finalement. Alors ça c'est embêtant, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais bon, t'as le tic à l'envers, parfois c'est à l'endroit. Ça c'est en fonction des éditeurs. Ouais, c'est énervant parce pénible. que tu dois tourner la tête constamment. Les éditeurs sont pas capables de se mettre d'accord pour avoir un sens de police, c'est ça. un sens d'écriture. Enfin, c'est extrêmement pénible. Oui. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Les éditeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un niveau audio pour le mixage sur les VF des films, par exemple. Hein. Ça non plus, ils n'y arrivent pas, hein, clairement. Et ça, c'est pénible. C'est extrêmement pénible.
Il y a des films où tu es obligé de pousser ton ampli à limite à plus de la moitié et faire hurler le truc. Et sur d'autres, tu le mets à 30 et ça va quoi. Donc là, on est sur des Blu-ray, des amarrets simples. Ouais, amarré simple, toujours. Voilà. On va faire un petit tour au-dessus là. Ouais, vite fait. là on a des. Là, c'est des ultra collectors du coup. Des collectors assez sympas. L'édition définitive de Perfect Blue. D'ailleurs, Kazé, éditeur français, qui n'existe plus. D'accord. Ouais. Depuis très récemment, ça a été absorbé par Crunchyroll, qui est une plateforme de streaming pour les animés. Sauf que là où c'est fou, c'est que Crunchyroll a absorbé Kazé, donc en fait l'identité Kazé n'existe plus, mais par contre Crunchyroll n'a pas récupéré les licences que possédait Kazé. Donc par exemple, Perfect Blue sur Crunchyroll, vous le trouvez pas forcément en fait. Pour une ressortie, c'est ça. Donc en fait, Kazé, qui était le premier éditeur français pour tout ce qui était Japanimation, ça n'existe plus. Et ça, c'est très récent. On continue. C'est fort probable. C'est fort probable que dans un avenir proche, toutes les pièces physiques DVD, Blu-ray éditées par Kazé prennent de la valeur. C'est fort probable. Je pense qu'on peut s'y attendre. Metal Hurlant Chronicles, Ghost in the Shell, ça c'est Standalone complet, c'est les 2 saisons en collector Blu-ray. Ouais, on a le Fulci à côté. Ouais, voilà, le fameux collector Neo Publishing. Qui n'existe plus aussi. Alors là, éditeur qui n'existe plus depuis longtemps, mais effectivement qui a fait les belles heures des bisseux à l'époque DVD, clairement. C'est clair. Voilà, et le coffret, Cher Gordon Lewis, ça c'est du horror vidéo, donc c'est britannique. Donc lisible chez nous, mais par contre pas de VF dessus, donc là faut être anglophone. On reste sur du c'est du DVD donc c'est ça. Blu-ray là. C'est du Blu-ray. Euro Vidéo, ils sont très connus justement pour proposer des remasters de haute qualité. D'ailleurs en général les remasters que crée Euro, ils les revendent aux éditeurs français et européens en général. Yes. On a un petit Gremlins dessus. Ouais, voilà, le petit collector basique. Et ici, tu peux nous en parler. Voilà, le fameux collector Universal Monsters en forme de cercueil, avec les classiques des Universal Monsters. Donc, coffret assez recherché aujourd'hui, je crois. Entendu. Voilà. Mais belle pièce, surtout. Très très belle pièce, et qui comprend la créature l'étrange créature du lac noir en 3D. C'était la première fois que le film était visible en 3D. C'était le premier film à être en 3D ? La première fois que le film était visible en 3D. D'accord. Ils ont créé une version 3D pour ce coffret. Avant de continuer de regarder ta vidéothèque, petite question du coup, quel est ton film préféré ? Honnêtement, question compliquée, mon film préféré, je pense que c'est Aliens de James Cameron. Mais en même temps, il y en a plein que j'adore vraiment. On est tous pareils. En général, c'est surtout soit horreur, soit SF. Il y a des gros classiques, Mad Max Fury Road dans les classiques modernes. Pareil, c'est un film qui m'a complètement retourné. De ces 20 dernières années, c'est ton film préféré ? Ouais, je pense, ouais, il est monstrueux ce film, quoi. Et de tous les temps, c'est Aliens, donc. Ouais, je pense. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Il n'y a pas d'hésitation ou bien t'hésites avec deux ? Tu peux faire un top 3. En vrai, dans ces dernières années, il y a un autre film que j'ai adoré, un peu dans le même genre que Mad Max Fury Road, c'est Turbo Kid. Turbo Kid, film quasi totalement inconnu, mais en fait le film est incroyable, quoi. Donc celui-ci tu le classes en top 3, en top 5 Ouais, il est dans mon top 3 de ces 10 dernières années. Quand même. Parce que c'est un film qui est incroyable en fait. D'ailleurs, très très belle édition VHS Box. La plus belle édition VHS Box existante à ce jour. Parce qu'en plus de contenir les quelques goodies habituels comme une affiche du film, ça contient la bande-son sous 2 formats. On a la bande-son telle qu'on l'entend dans le film, donc vraiment dans le mixage du film, et on a la bande-son officielle. En fait, donc il y a double CD temps. Je vais la retourner si tu veux montrer un peu le. Il y a une numérotation là ? Il y a une numérotation, ouais, c'est des éditions allemandes, c'est relativement limité. Tu connais le nombre d'exemplaires ? C'est marqué ici, 500 pièces. Ouais, effectivement. 500 Stück, donc 500 pièces.
Alors évidemment, hein, le film est en VO là-dessus, hein, mais en vrai, la VF du film est tellement naze qu'au final... Et je me dis, c'est l'occasion de parler un peu des Allemands du coup. Pourquoi les Allemands ils sortent autant de belles pièces support physique? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, même si en France, on a pas mal d'éditeurs qui ont compris que pour survivre, fallait aller sur des belles pièces, parce que c'était majoritairement, ça s'adressait à des collectionneurs, bah, les Allemands, ils ont capté ça avant nous et mieux que nous, visiblement. Parce que là, chez eux, la quantité d'éditeurs qui ressortent des trucs soit sous format Mediabook, ou alors sous format VHS Box ou Steelbook, il y a des trucs incroyables. Après, mais il y a un marché, alors il y a une demande. Il y a une demande très claire. Donc c'est les gros collectionneurs de support physique, a priori. Apparemment. S'il y a un marché là-bas chez eux. Oui. Faut croire, mais après leurs éditions sont prisées internationalement, hein, clairement. Oui. Ouais. Il y a des Américains qui importent les éditions allemandes aussi. Donc, mais voilà, c'est Turbo Kid. Clairement, en VHS Box, c'est l'édition la plus complète, probablement la plus belle. Il y a des variants, hein, d'ailleurs, ça c'est le Skeletron, mais il y a aussi des variants avec le Kid que vous avez pu voir sur l'affiche là-bas. Il en existe une autre d'ailleurs que tu dois avoir, quelque part. Il n'y a pas un Mediabook? Ouais, il y a un Mediabook allemand du même éditeur que j'ai aussi, ouais. Il est où d'ailleurs? Tu l'as ici? Qui est dans la vitrine là-bas à l'entrée, sur les films un peu post-apo. Entendu. On continue un peu de regarder un petit peu la vidéothèque. Hein, on a des amarrets derrière. Voilà. Amarrets, surtout très typé Survivor, enfin Survival. Ah là t'es en genre, tu passes par genre. Ouais, c'est d'ailleurs au-dessus c'est à peu près ça aussi, hein, on est surtout dans les thrillers en fait. Ok. Survival, ouais d'accord. Ouais. Ici. On passe à côté. Voilà. Et là on a des coffrets. Voilà, on a des coffrets, c'est majoritairement des digipacks ou des coffrets avec goodies ou livrets explicatifs. Je les ai un peu tous casés ici parce qu'ils ont souvent des formats un petit peu compliqués à caser ailleurs. Donc là, je me suis dit que j'allais un petit peu les mettre là. Soit on a des bandes son, soit on a des gros livrets avec. Puis en général, c'est des visuels plutôt chouettes. Bon voilà, le classique, ça reste mon édition préférée de Alien. Hein. Très complète. Ouais. Et en fait, sortie en 2003 est ultra complète. Enfin, c'était la première fois qu'on avait les scènes supplémentaires du premier film Alien qui sont pas canoniques, mais elles y sont quand même. C'est la première fois qu'on avait le montage alternatif d'Alien 3, le fameux Assembly Cut, qui quand même, c'est un montage qui est hyper important parce qu'il introduit le super facehugger, le fameux facehugger royal, ce qui explique pourquoi un seul œuf peut pondre deux chestbusters en fait. Donc voilà, il y a quand même des détails assez intéressants, et ça c'était la première fois que c'était disponible. Donc vraiment coffret ultra complet, blindé de bonus. Jodorowsky Dune. Ouais, voilà le fameux docu relativement intéressant d'ailleurs. Ouais. Le Dune, comme le voyait Jodorowsky. C'est ça, comme celui qui est sorti en 84. Voilà. Le Dune qui aurait dû exister. Le coffret Sushi Typhoon. Voilà, des productions Tokyo Shock. Donc là on est vraiment sur le cinéma japonais ultra subversif. Ultra décomplexé, ultra gore, et on a tout un tas de films, donc c'est ce coffret relativement recherché d'ailleurs, tout comme le Dune. Hein. Là on a vraiment une liste de films à l'intérieur. On a des joyeusetés comme The Machine Girl, Tokyo Gore Police. On est vraiment sur le Vampire Girl versus Frankenstein Girl. C'est complètement décomplexé. Ouais, c'est ultra décomplexé. Le Zombie-Ass, c'est n'importe quoi, c'est incroyable. Je t'en avais parlé l'autre jour. C'est japonais. Voilà, Dead Sushi, hein, pareil, avec les sushis qui sont vivants et qui s'attaquent aux gens. Enfin bref, Ils sont fous ces japonais. C'est du grand n'importe quoi, mais il y a des films qualitatifs, c'est des films fun en fait. Et c'est des films avec la plupart du temps des vrais effets spéciaux, des trucs physiques à même le plateau, des effets spéciaux pratiques. Ouais. C'est un très très joli coffret où là vraiment vous en avez pour votre argent, hein, clairement. J'aime pas trop la manière dont les DVD sont empilés à l'intérieur, mais vu la quantité de films, c'est un peu, il n'y avait pas trop le choix. Ah, d'ailleurs, tiens, on en vient à une question. Quel est ton meilleur format support? Est-ce que tu préfères les digipacks, les mediabooks, Mon format préféré pour les éditions, je pense que ça reste le Mediabook, même si j'aime beaucoup le côté métal du Steelbook. Le Mediabook, c'est génial parce que t'as un livret explicatif au milieu, t'as l'impression d'ouvrir un livre. En général, les visuels sont assez top.
Du coup, je vois qu'il y avait John Carpenter de Studio Canal Ouais, derrière voilà, en les fameux DVD. cahiers du cinéma. Voilà. On peut parler de Jean Rollin un peu. Ouais, on peut. Qui est méconnu, hein. Ouais, bah, réalisateur de genre français. C'est son premier film, celui-là, hein, je crois. C'est son premier Il film, me semble. Rape of the Vampire, Ouais. qui est un film d'ailleurs qui a été interdit en salle à l'époque, parce que film semi-horreur, semi-érotique, mais on sait pas trop. C'était vraiment, on va dire, le public ciblé était très flou. Et c'est marrant sur parce ce que sujet. c'est pas écrit en français. Le réalisateur est français. Ouais. Le C'est titre l'édition- est c'est français, l'édition, mais US, l'édition en fait. est US. Voilà, Pas US, US, non britannique, pardon. Britannique. britannique. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Et- pas une édition française du film, mais du coup, le film est en français. Et c'est marrant parce que Intégralement. du coup, il n'existe pas de là, en l'occurrence, c'est un digipack. Voilà. Il n'existe pas en France. Je trouve ça bien triste, justement, pour un film français. Si, il existe en Et- France. Oui, mais pas en digipack. Ah, pas en digipack, c'est vrai. C'est un vieux DVD édition Voilà. simple, plastifié, C'est vrai. tout moisi. Bon, après, il y a un coffret qui est sorti, là, qu'on verra après. Ça, bah, d'ailleurs, Jean Mais- Rollin, cinéaste aux 1000 films, hein, à peu près. Enfin, c'est un mec qui shootait 3-4 films par an. Mais c'est joli, c'est un bel objet. Ouais, bel objet, ouais. Très très bel objet, effectivement. Je veux dire, tu vois, je préfère avoir ce type d'objet que l'édition simple DVD Bien sûr. classique qu'on a bien sûr, qu'en c'est France, clair, quoi. C'est clair. Mais alors, Voilà, film, c'était film bien pour vraiment montrer. étrange, hein, pour le coup. Oui. Il y a de très très beaux plans, mais alors par contre, si on cherche la cohérence dedans, il n'y en a pas, clairement. Jean Rollin, c'était du très très petit budget. Hein. Ouais. vraiment- Et je pense que Jean Rollin, c'était plus du style à dire, ah bah tiens, là il y a un beau plan, il y a une belle scène, on va la faire. Peu importe si ça baisse complètement la continuité c'est- du film, on va la faire parce que c'est beau. Exact. Et on s'en fout vraiment de la continuité, quoi. Mhm. Et clairement, c'est ça. Hein. C'est plus limite des espèces de pièces de théâtre qui sont mises en scène dans un décor naturel. C'est presque ça en fait. Hein. Le fameux Event Horizon Le qui est fameux sorti il n'y a pas Event si Horizon, longtemps. ouais. Enfin voilà, édition largement décriée, mais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Belle édition. En vrai, belle édition. Le steelbook est beau, les petits goodies. Est-ce bon, que- c'est sympa, voilà. Est-ce que ça vaut son prix? 50 € pour ce que t'as dedans? Difficile à dire, en vrai, je pense pas que ça vaille son prix. Mais après, en soi, c'est pas la plus grosse arnaque qu'on ait vue au format vidéo, faut pas déconner, je pense. Mm. Voilà, c'est une belle édition, c'est un bel upgrade, même si, voilà, on n'aura jamais la version intégrale du film. Clairement, c'est pas un director's cut ou un extended cut, voilà. Mais voilà, de là à dire que c'est une arnaque, comme le disent certains, je pense pas, quoi. Et la raison, on la connaît, hein. Pourquoi on n'aura pas la Bien Director's sûr, Cut, bien hein. sûr. C'était des scènes tellement jugées tellement violentes à l'époque que en fait tout simplement c'est resté sur le banc de montage et puis on va dire les bandes qui contenaient les scènes. Elles sont en ben, très mauvais état. Soit c'est surtout. en très mauvais état, soit c'est perdu. Ah, mais c'est même sûr, c'est Ouais, en très ouais. mauvais état, C'est parce ça. que Paul Anderson l'a dit lui-même. Hein, Ouais, dans c'est une pas interview. exploitable en vidéo quoi. Il voudrait Ouais. ressortir, mais non. C'est, tu peux Non. pas. Tu peux pas faire une restauration à partir des. En vrai, il pourrait, rushs d'origine. il pourrait sortir un workprint comme le fait Albert Pyun, enfin comme le faisait Albert Pyun. Oui, mais c'est affreux. C'est affreux, mais c'est au affreux. moins, Ça ça existe. permettrait aux gens d'assouvir leur fantasme, d'avoir enfin la version intégrale du film en vrai. Hein. Ouais. Et tiens, au passage, on parlait de Ghost in the Shell tout à l'heure. Encore une autre édition. Encore bah une non, autre édition, anglaise cette fois. Donc j'ai l'édition euro, enfin l'édition française, l'édition US, et ça c'est le steelbook anglais. Ouais. Donc avec un embossage, débossage. Pareil, qui contient des goodies, une affiche, inédite d'ailleurs. Mm. Enfin voilà. Ah, Par c'est contre, des- encore une fois, le défaut de cette édition, c'est qu'on n'a pas de VF dedans. Donc un peu dommage. Mais tel objet. Mais voilà, encore une fois, le steelbook est beau en soi, l'intérieur est chouette. C'est une belle édition en vrai. hein. Avec la voix française de Sigourney Weaver. Avec la voix française de Sigourney Weaver et la voix de Arnold Schwarzenegger, Daniel Beretta aussi. Daniel Beretta, bien sûr. Voilà, ouais. Donc Tanya Torrance, voilà. Tanya Torrance, la doubleuse, la doubleuse de Sigourney Weaver, la doubleuse officielle française, Tanya Torrance. On continue. À moins que tu veuilles parler par exemple d'autres. Ouais, le Blade Runner 4K, les Planètes Hurlantes. Planètes Hurlantes, très très bon. Ouais, éventuellement Planète Hurlante. Donc pareil, Ça jolie, doit être- jolie petite ressortie De chez ESC avec double face.
On peut choisir le côté. Ouais, très bon film de SF avec Peter Weller, assez méconnu. Il en avait besoin d'une ressortie celui-là, hein, parce qu'il n'existait que la version simple DVD, mais toute pourrave. Bon, ça passait. Non, Ah bon? le visuel, non, c'était mauvais. C'est souvent dans les meilleurs films de science-fiction, tu vois, avec les bandeaux, là, c'est affreux. Non, il y en avait besoin, un beau petit digipack, là, ça fait plaisir. Ouais, enfin voilà, le digipack est joli, clairement. J'ai gardé mon édition DVD parce que c'est un coffret avec le deuxième aussi. Deuxième qui est complètement oubliable, mais voilà. Ouais, il y a Lance Henriksen, quoi, dedans. Ouais, il y a Lance Henriksen qui fait un petit caméo, comme à son habitude. Disons que t'en sais un petit peu plus sur l'histoire. Oui, voilà. Le 2. Mais sinon, en soi, la mise en scène, bon, il peut vraiment pas... Complètement d'accord. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Explique-nous. Bon, pareil, des séries. Des séries un peu en vrac, mais en Blu-ray, voire un peu en DVD, enfin voilà. J'ai une partie de South Park ici, une partie de South Park là-bas. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel ici, hein, clairement. Et derrière derrière, on a les DVD en slim box, souvent les trucs offerts avec le Mad Movies. Donc quelques petites curiosités sympas. Le fameux Morse du suédois Thomas Alfredson, qui est un excellent film. À voir. Le meilleur film de vampire, je pense. À mon avis, il n'y a pas mieux. Un des meilleurs, en tout cas, un des meilleurs, sûr, en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Vraiment film bouleversant, hein, exceptionnel. À l'époque, ça m'avait complètement... Enfin, le film m'avait complètement retourné, quoi. Oui. Je me rappelle que d'ailleurs, c'était un Blu-ray... c'était un Blu-ray américain que j'avais pour ce film, donc je l'ai maté en version américaine. Mais film incroyable, vraiment. À recommander. Ah ouais, largement. Une belle curiosité du cinéma nordique, hein, clairement. Ouais. On descend. On tombe dans les DVD ici. Attention. Alors, c'est classé par genre aussi. Apparemment, il y a l'air d'avoir du... Oui, ça a l'air tranché ici. Ouais, bah là on a principalement les slashers et on a vraiment les films très... derrière, on a vraiment... on a un peu de Jean Rollin, on a un peu de Jess Franco, on a un peu de Hammer. On est dans le bis. On est vraiment dans le bis vintage, hein, clairement. Et on est dans le slasher. Les slashers devant. Voilà, ouais. Donc là, édition simple. Édition simple. Un DVD. Est-ce que si tu fais un upgrade par exemple d'un n'importe quel film, voilà, est-ce que du coup le DVD tu vas le faire sauter? Pas nécessairement, ça dépend vraiment. Il y a des éditions DVD qui me tiennent vraiment à cœur, avec lesquelles j'ai un affect, j'ai un passif, comme par exemple le coffret Alien Quadrilogy, j'ai le Blu-ray, mais je vais jamais me débarrasser de cette édition parce que pour moi c'est un truc qui m'a tellement... ouais, mais là en l'occurrence je dirais que c'est différent parce que tu as quand même un objet un peu plus qualitatif. Là tu as une édition simple, basique. Ouais, mais malgré tout tu gardes. Il y a des éditions malgré tout qui me plaisent beaucoup là-dedans en fait, tu vois. Ouais. Comme par exemple le Freddy vs Jason, qui a une très belle édition en fait. Et tu vas garder parce que le visuel est différent, parce que le visuel est différent, ou simplement parce que j'ai vraiment un affect avec le... Et pas forcément pour les bonus, je crois. Pas forcément pour les bonus d'ailleurs, je cours pas forcément après les bonus, ouais, ça, à moins d'avoir vraiment un bonus ultra intéressant, comme c'est le cas dans le Blu-ray de Rec, où les deux réals, donc Balaguerro et Paco Plaza te font en fait une masterclass sur comment faire ton film. Et c'est génial, ce bonus il est incroyable, ultra ludique. S'il y a vraiment un bonus dans l'histoire du bonus que je recommanderais, ce serait celui-là. Là on est vraiment sur un truc pour ceux qui veulent apprendre, on va dire, facilement à faire un petit court-métrage. C'est énorme en fait. Parce qu'il y a vraiment, les mecs ils ont toutes les bases, et c'est des passionnés qui t'expliquent ça quoi. C'est vraiment, c'est une belle école. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les DVD justement, tu trouves des bonus que tu trouves pas, ou plus forcément dans les Blu-ray. Ça revient petit à petit avec certains éditeurs vidéo, comme le Chat qui fume, etc., qui font vraiment des bonus sur mesure. Donc là tu apprends vraiment les dessous du film, interviews des techniciens, des gens qui ont bossé dessus. Mais là, les Blu-ray classiques, tu vois, les amarrés, les premiers Blu-ray, je trouve qu'il y avait c'était très très pauvre en bonus. Je suis d'accord. T'avais pas grand-chose. C'était plus des featurettes, tu vois, des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et les DVD étaient beaucoup plus complets. Les Blu-ray, ça a mis un moment à se réveiller au niveau des belles éditions. C'est ça, exactement. Je suis assez d'accord. On continue, du coup tout comme les DVD à l'époque, hein, en vrai. Les DVD à l'époque, ils avaient mis du temps à se réveiller aussi. Tout à fait.
Bah là, pareil, on continue tout ce qui est slasher, un peu survival. Les Chucky. Voilà, Vengeance, c'est un peu les classiques. alors là, on est sur Scream Factory, qui est, on va dire, la partie horreur de l'éditeur américain Shout Factory, qui ont fait de très très belles éditions remasterisées. Par exemple, Sleepaway Camp, Massacre au camp d'été. Là, un film qui n'existe pas chez nous, en Blu-ray, ça n'existe pas. Clairement. Mais slasher, culte, ultra mythique, avec un twist de dingue à la fin. Voilà, sans rien en dire, le film en fait est surtout connu pour son twist. Ouais. Il y a eu la BO est géniale en plus. Il y a eu plein de suites après qui. Ça c'est vraiment. Ça c'est très bon. Mais c'est à recommander aux amateurs de néo-slasher, mais grave en fait. Mais tu sens pas venir la fin. Ouais, grave. Et en vrai, quand tu vois le film, tu te dis c'est logique, mais tu l'as tellement pas vu venir. Il faut vraiment aller jusqu'au dernier plan. Ouais. Vraiment, ça tombe au dernier plan. C'est fou. Et aussi celui-là, Nightbreed, donc le fameux Director's Cut du film Cabal de Clive Barker. Donc c'est la première fois qu'on avait en DVD et Blu-ray le film dans sa version intégrale. Parce que le film a été largement charcuté pour sa sortie au cinéma. Et ça, c'était la toute première édition, sortie en 2014-2015. Pareil, super bon film, enfin vraiment un film à part. Une ambiance complètement originale, quoi. Clive Barker. Ouais, Clive Barker à fond. Enfin, genre le tueur dans le film, c'est David Cronenberg, quoi. C'est un truc... Enfin, vraiment, film à voir, film qui sort des sentiers battus, absolument. Bah, tu vois, tu parlais de Jason X là avant, bah, il est aussi dedans. Cronenberg sur l'introduction. C'est vrai. C'est vrai. Il voulait, je crois qu'il voulait avoir la mort la plus terrifiante d'ailleurs de la saga de Jason. C'est pour ça qu'il a été dedans. Il a joué dedans. C'est possible. Mais voilà, on a des trucs un peu au pagaille, mais à l'intérieur, excellent slasher français. Ça c'est super bon. Fait par les rédacteurs de Mad Movies d'ailleurs. À l'intérieur avec les deux réals ont bossé dans Mad Movies, quoi. Je vois derrière, là-bas, je viens de le voir. Hop. Ah bah des Eurovideo. Non, celui-ci. Ah, le fameux, ouais. Le venin de la peur. Est-ce qu'on peut l'enlever? Tiens, vas-y. Alors tu vois, c'est pas évident à c'est pas évident, coup, derrière. je suis d'accord avec toi. Ce souci de place, du coup. C'est pas évident, mais voilà. Le chat qui fume, alors ça, c'est une édition qui est plus distribuée, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour les amateurs de rétro, cette édition-là contient le film en HD, mais contient aussi le film en version VHS dans les bonus. On peut voir le film comme si on regardait une VHS avec tous les défauts visuels inhérents au support, en fait. Là, on peut voir avec les affiches alternatives. Petit livret là. Il faut un boulot magnifique. Le chat qui fume, que j'ai découvert grâce à Blackaria d'ailleurs. Et d'ailleurs, bah voilà, justement, on le voit, il est juste à côté. Là, je l'ai aperçu. Blackaria, Giallo français. Et voilà, il y a une pléthore de bonus. Voilà, vraiment pour les amateurs de curiosité, le film en mode VHS, quoi. On a l'intégralité du film avec vraiment tous les défauts du support. Et on a l'illustration de Melky. Exact. Là. Non, Melky, ouais. Tiens, hop. Tu voulais parler du coup un peu de... C'est juste à côté justement Blackaria. Ce que j'ai vu ici. Ouais. C'est bien d'en parler. Voilà, du réalisateur français François Gaillard. Là pareil, hein, on est vraiment sur de la ultra curiosité en fait. Par contre, celui-là n'est pas rare, c'est-à-dire qu'il est encore facilement disponible aujourd'hui. Hein. Oui. Et dans ce film, alors on a un pur giallo ultra sexualisé. Enfin, tous les personnages féminins sont ultra sexualisés. On est à la limite de la complaisance, je dirais. Mais en même temps, c'est du fun, ça participe à l'ambiance du film. Et il y a un autre point important dans ce film, la bande-son, composée par Double Dragon. Et là, on a les prémices de la synthwave actuelle, clairement. Ah bah, avec I'm the Reaper, autre film, autre film de François Gaillard. Et Lascaris, autre film de François Gaillard. Alors, on continue donc avec Doomsday, ici. Donc là, apparemment, c'est une édition allemande, c'est ça ce que tu m'as dit, hein. Allemande, du film britannique de Neil Marshall.
N'est-ce Donc, pas? c'est vraiment le fourre-tout de Neil Marshall, mais qui fonctionne tellement bien en fait. C'est un film super fun. Voilà, on a du Escape from New York, on a du Gladiator, on a du Mad Max. Enfin, c'est un peu tout mis ensemble. Du médiéval, il y a du du Resident futuriste, Evil dedans même, Ouais. limite. Enfin, c'est un super film. Puis bon, voilà, donc édition avec une fausse VHS et toujours avec une affiche inédite pour le film. Donc pareil, très très belle édition trouvée vraiment à pas cher. Voilà, édition allemande. En Allemagne. Ouais. Et vraiment là on a. Tu l'as trouvé sur internet. J'ai trouvé sur internet, ouais. Je vais pas en Allemagne pour acheter des films. Hein, Tu l'as pas trouvé en vide-grenier ou... Non. Ah, ça se trouve pas. en Ça grenier, ce genre de risque truc. pas. Ça risque pas honnêtement. Même déjà en vide-grenier, pour trouver des Blu-ray à marais, Il y en a ça pas court pas les forcément rues, hein, partout, ouais, c'est déjà. clair, c'est Donc clair. ça part mal C'est sûr. pour C'est choper sûr. des collecteurs. Ok, donc là derrière, on est sur quel genre? Bah là Aussi. on a des comment dire. Là je pense que j'ai pas trop. C'est un peu fourre-tout. Hein. Ouais, Faut se lancer. ouais, j'ai pas forcément classé en fait ici, clairement. Là je vois, on a un peu de Christopher Smith, Ouais. on a Parasite, on a Aux yeux des vivants, donc là c'est vraiment... Ouais, du britannique, du français. Ouais. Ok. Du coréen. Ensuite, en dessous, on a donc les fameuses VHS Box de SC. Hein, La fiancée de Chucky, très belle édition en fait. classique, ouais. Très très belle édition, voilà. Il y a beaucoup de contenu, Et hein, je crois. ça a permis de rendre de nouveau disponible le film La fiancée de Chucky, qui est le meilleur Chucky de la saga. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Enfin, Moi, je suis d'accord c'est- là-dessus. Voilà, Ouais. de Ronnie Yu, hein, complètement jeune. D'ailleurs, Ronnie Yu qui est également le réal de Freddy vs Jason, qui représente un petit peu le meilleur Vendredi 13 et un petit peu le meilleur Freddy en même temps. Enfin voilà, c'est le mec qui est encore un réalisateur chinois qui a complètement dynamité le cinéma américain, quoi. Là derrière, on a encore des amarrais, du coup, toujours pas de classement. Ouais, pas vraiment de classement. On est Ouais. majoritairement sur du thriller, je dirais, mais il y a un peu de trucs au milieu. Ah, encore une fois. Hein. j'en vois un qui est Ah, complètement délirant. Attention. Vas-y. Guns Akimbo avec Ouais, Daniel bah, Radcliffe. Gros délire ça. Hein. Ah, ouais. Gros délire, hein, vraiment. Ah, lui, Très très gros délire. alors lui, après Harry Potter, il a tenté de gommer, il tente toujours, je pense, Mhm. de gommer son image. Hein. Ah bah là, il y arrive bien, je trouve. Il fait que des rôles justement complètement tarés, à contre-emploi. Ça lui va bien, hein. Ça lui va bien. Grave. C'est... Bah, Il est complètement fou celui-ci. Hein. Hit de Michael Mann aussi, très très bon. Hit, bien sûr, hein. On n'en présente plus. Hein. Ouais, très très bon film. Anna aussi, hein, Ah oui, avec... Ouais. oui. avec Saoirse Ronan là. Excellent ce film, avec Oui, Eric Bana. avec super bande son électro d'ailleurs. Vraiment bon ça. Oui, il y a un des méchants d'ailleurs dedans, qui est un blond, je crois, il me semble. Il y a qui siffle ou... Ultra brutal, ouais, le il est mec reconnaissable. sifflote. Il sifflote Ultra pour brutal, annoncer le sa type, venue. ouais. Mais vraiment bon thriller, hein, ça c'est. C'est vrai qu'il est pas trop méconnu, mais c'est un bon film film à la d'action. Jason Bourne, mais alors en bien plus brutal et violent, quoi. Vraiment sympa, hein, très très sympa. Hein. Cool. C'est vrai, très intéressant. Ensuite, on passe à côté. Alors, bah dis-nous tout. Alors là, on a tiens. du DVD, on a du Blu-ray, voilà, c'est tout mélangé. Ouais, t'as vu. Non, bah là, Alors explique-nous. on a un petit peu les revenge movies hein, ici. Puis on a calé au milieu un petit split second avec Rutger Hauer. Film très méconnu de Rutger Hauer, mais par contre série B géniale. Avec des effets spéciaux bien cool. Et la jaquette est un peu particulière, hein, parce que la jaquette a été refaite par The Dude Designs, qui est spécialisé vraiment dans les affiches de films de série B. C'est un peu les Flying Jackets de l'époque finalement, mais au goût du jour. Ça fait un peu Melky en fait. Et il y a pas mal de films qui ont bénéficié de ce traitement. Bah là je vois qu'on a Hobo with a Shotgun, aussi avec Rutger Hauer d'ailleurs. Hein. Et voilà, avec le même artiste au niveau de la fourre. Pareil. Vraiment très sympa en fait. Alors c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu d'ailleurs de ce réalisateur Jason Eisener, parce Voilà. que... Parce qu'il va sortir très prochainement le film Kids vs Aliens, qui a l'air incroyable. Et d'ailleurs, Kids vs Aliens, qui est un dérivé d'un des segments de VHS 2.
Tout à fait. Voilà, excellent segment d'ailleurs, hein. VHS2 qui est un peu le meilleur de la saga pour l'instant. Voilà, bah là on a tout ce qui existe pour l'instant en DVD sur cette saga de films à sketch en found footage, qui est un peu le principe. Et ça tourne toujours autour de la mort, du satanisme ou des trucs comme ça en fait. Hein. Mais c'est vraiment plaisant de voir revenir ce type de visuel, justement ce revival 80s. Non, vraiment, c'est chouette. Je vois, donc du coup, on peut peut-être parler de celui-ci. Le fameux Savage Streets de Danny Steinman, qui est un de ses seuls films d'ailleurs. Il a réalisé également Vendredi 13 chapitre 5, qui est un des meilleurs Jason, en fait. Ouais. Clairement, le film est complètement fou. Et là, pareil, on a un très très bon Rape and Revenge, en fait. Donc pareil, un film un peu putassier, mais très en vogue dans les années 80. Avec Linda Blair, donc. Avec Linda Blair, exactement. Et Linda Blair, mais pas que, parce qu'on a également la Scream Queen de l'époque, Linnea Quigley, qui joue sa petite sœur qui est muette et qui se fait sauvagement violer par les caïds du lycée. Et en fait, sa sœur part dans une quête vengeresse. Exactement. Mais vraiment, Savage Streets, excellent film. Hein. Ouais, on essaie de sortir un peu des films qui sont pas trop connus. Ouais. C'est intéressant parce que là, ça se côtoie d'ailleurs. T'as des films pas connus. Bon, t'as Kick-Ass à côté. Ouais, voilà. D'ailleurs, Savage Street, Badass. D'ailleurs, super. On peut en parler quand même. Excellent film de James Gunn. Bien sûr. Avec Rainn Wilson et Ellen Page. Elliot Page. Ellen Page de l'époque. Voilà, Ellen Page de l'époque. Et Kevin Bacon aussi. Hein, et Kevin Bacon. Liv Tyler. Super bon revenge movie à la Kick-Ass, mais en version super débridée, super violente. Et c'est un film qui est sorti à peu près au même moment que Kick-Ass. Et Kick-Ass a complètement volé la vedette en fait à ce film. C'est sorti un peu après, mais entre le 1 et le 2 en fait. Ouais, mais c'est bien resté Kick-Ass quand même. Et du coup, oui, il a pas trop été mis sur le devant de la scène. Et il a eu sa notoriété sur le tard, en fait. Mais film ultra délirant du réalisateur des Gardiens de la Galaxie, voilà. Qui on va dire qui porte encore pas mal de traces de son passage chez la Trauma en fait, hein, clairement. Avec Lloyd Kaufman qu'on retrouve d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie. Il apparaît dans le film. Ouais. Il y est. C'est marrant de voir ces gens comme Peter Jackson du coup qui ont démarré finalement dans l'ultra bis et qui maintenant sont à la tête de blockbusters monumentaux. Autre film dont il faut parler parce que très peu connu, Miss 45 de Abel Ferrara, qui est en fait en français L'Ange de la Vengeance. Pareil, super film, magnifique esthétique, et on a pareil un Rape and Revenge. Édition US. Édition US, exactement. Draft House Films, donc pareil, ils faisaient de la remasterisation de films. Et donc c'est un DVD américain, un DVD zone 1 en fait. Excellent Rape and Revenge. C'est une jeune styliste, pareil, qui est muette, qui un jour en rentrant du travail subit un double viol, et en fait la nana tout simplement va se venger, vu qu'elle reste dans sa bulle, vu qu'elle est muette, elle peut en parler à personne, parce qu'elle a personne dans sa vie, elle vit seule, et elle n'a pas vraiment d'amis. De par son mutisme, du coup en fait sa haine grandit et elle se met en tête d'aller éliminer les hommes qui font souffrir les femmes quoi. Donc film un peu délirant, mais et puis pareil, Abel Ferrara, réalisateur à découvrir, hein, vraiment. On continue à côté. Alors. Ok, donc j'en vois un déjà. Tiens, oui. Ty West, hein. Et voilà, Ty West, Innkeepers. Alors celui-ci, si vous l'avez pas vu, Ty West, d'ailleurs Ty West aussi. Hein, je le prends parce que je le vois, mais voilà. Oui, tout à fait. Deux gros classiques de Ty West, hein. Cinéaste qui a encore du mal à rentrer dans l'inconscient collectif, et pourtant un des plus doués dans la nouvelle génération de réal qui a émergé il y a une dizaine d'années. À mon sens, il remanie le film d'horreur maintenant, à sa manière. Très bon, hein. Très bon. Ça tourne beaucoup autour des personnages,
Et finalement, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ouais, puis c'est vraiment des films qui prennent leur temps, ça installe une ambiance, ça installe une atmosphère. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, je pense. Effectivement, il y a une certaine lenteur, mais quand mais tu es malgré dedans, tout, ça passe. quand tu es dedans, voilà, moi j'ai hâte de voir du coup sa trilogie du coup. Commencer avec X, là, Pearl et Maxine. Ouais, voilà, hein, donc encore une fois, hein, on est vraiment sur un réal qui, même par certains cinéphiles, est méprisé aujourd'hui, alors qu'en fait, le mec, il a juste de l'or dans les mains, quoi. Clairement, c'est pour moi, dans la nouvelle génération, c'est un des meilleurs. Ty West, on est d'accord, on se rejoint. Là, gros cœur, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur du DVD édition simple aussi, ici. On a parlé un peu des VHS. Exact. Est-ce qu'il y a un film que tu veux nous présenter là-dedans? Ou derrière hein? Bah là, en fait, derrière, c'est les films à sketch, surtout. Donc, on a pas mal de films à sketch. Les ABC of Death, les fameux ABC of Death, dont Turbo Kid émane d'ailleurs. Et ouais. Tease for Turbo. Ouais. Exactement. Qui n'avait pas été pris. Hein. Ouais. Bah tiens, si, on peut parler de ça. Alors, je sais pas pourquoi il est là-dedans d'ailleurs. The Visit. Oui, on peut en parler. La résurrection de Night Shyamalan, clairement. Hein. Le retour en forme de Night Shyamalan. Alors, oui et non, pour moi. Moi, j'ai adoré ce film. Hein. Oui et non. Génial. Il revient au huis clos horrifique après ces désastres blockbuster. Ah, puis surtout, il revient vraiment à du Shyamalan avec un putain de bon twist quand même. Ah bah c'est le roi du twist. Ouais, alors là vraiment, hein. et en plus c'est sous forme de fan footage. Voilà pourquoi je l'avais mis là, parce qu'il y a aussi les fan footage rattachés, c'est pour ça. Ouais, je vois Catacombe, effectivement. Ouais, voilà. Catacombe qui est pas bon d'ailleurs. C'est pas ouf. Hein. Trollhunter qui est une petite curiosité nordique, ouais, pas mal du tout, un film norvégien très sympa. Mais ouais, The Visit, vraiment retour en forme pour Night Shyamalan. Hein. Il revient à ses classiques. C'est vraiment ce qui l'a fait renaître, parce qu'il a eu une traversée du désert, lui. Faut pas lui mettre beaucoup d'argent dans les mains, lui. Ouais, je pense qu'il se débrouille bien avec des petits budgets en vrai. C'est ça, exactement. Regarde Split. Voilà, c'est clair. Mais ouais, The Visit, de ouf, hein, vraiment. Ouais. À connaître ce film. Ouais. Ensuite. Eh bien, ensuite. Alors, avant de continuer, tiens, à la limite, avant de continuer, dans ta vidéothèque, à ton sens, quelle est la pièce qui a le plus de valeur? Le plus de valeur marchande. Marchande, oui. On peut parler d'ailleurs marchande et après affective. Alors, marchande, ça se joue entre le Jodorowsky's Dune, parce que c'est la fameuse édition qui apparaît à des prix complètement mongolisants sur internet. On peut le dire comme ça, hein. C'est n'importe quoi en fait. Hein. C'est un docu, les gars. Alors certes, c'est une belle édition et tout, il y a un poster, il y a le bouquin, enfin bref. Ça partait pas d'un Kickstarter, ça? Il me semble, ouais, c'était un Kickstarter, je crois. Donc forcément, c'est super. Et l'éditeur Blackout, qui est spécialisé dans l'édition de petits films. On a une numérotation là-dessus? Je sais plus si c'est numéroté quelque part. D'ailleurs, quelque chose. Il y a beaucoup d'éditions limitées qui sont pas forcément numérotées, hein, d'ailleurs. Les Allemands le font beaucoup. Quand c'est limité, les Allemands ils numérotent. Voilà, comme on a vu sur Rockid. Ouais. Voilà. Alors, ça, vous irez vous faire plaisir et regarder sur eBay, vous verrez, c'est n'importe quoi. Sinon, je pense le coffret Alien Quadrilogy. Le coffret Alien Quadrilogy avec la tête de la reine, enfin avec la tête du xénomorphe. Donc il y a la tête de l'alien, et c'est quoi? C'est du Blu-ray, c'est du DVD? Non, c'est du DVD, c'est le coffret qui est là. D'accord. Donc c'est le même coffret que celui-là en fait, mais qui est dans une grosse boîte avec la tête de l'alien. Et tu peux ranger dans la tête de l'alien? Tu peux ranger les DVD dans la tête de l'alien, ouais, le crâne s'ouvre et... Enfin voilà, c'est une édition pareil, en dessous de 400 en occasion, on la trouve pas quoi. C'est vrai, est-ce qu'il y en a un autre qui te vient à l'esprit? Moi, on fait partie. Ouais. Sinon, j'allais passer sur ma pièce préférée. Donc, autre objet qui pour moi a énormément de valeur affective et qui, à mon avis, aujourd'hui vaut une blinde parce que plus du tout disponible, produit à 666 exemplaires. Ça, c'est encore une édition allemande. Ouais. C'est un autre format qui existe uniquement en Allemagne, c'est les éditions Grimoire, qui elles-mêmes contiennent des mediabooks. En fait,
Là, on est sur la trilogie canadienne horrifique. Film de teenager loup-garou, Ginger Snaps. Pareil. Excellente trilogie, en tout cas les 2 premiers sont excellents. Film complètement méconnu, vraiment à découvrir parce que les 2 premiers ont une ambiance complètement incroyable, très différents l'un de l'autre en plus. Et vraiment on est sur une ambiance mortifère. Le premier c'est un peu un... Comment dire ? Le premier on est un peu sur un teen movie mais horrifique, il y a un petit côté Buffy parce que ça se passe beaucoup dans les couloirs d'un collège et on est pareil sur un film qui met vraiment à l'honneur les effets pratiques. La transformation en loup-garou est assez impressionnante parce qu'il y a une longue transformation de l'héroïne du personnage principal en loup-garou et vraiment c'est très progressif dans le film. Elle passe par des étapes assez hallucinantes et là, on est vraiment sur une les visuels des pièces. Les visuels sont incroyables. Et là, c'est vraiment des pièces assez exceptionnelles. Et encore une fois, donc on le voit limité à 666 exemplaires. Ils ont fait exprès. 196e. Je pense qu'ils ont fait exprès, clairement. Et voilà, on a à chaque fois des visuels un peu retravaillés pour chaque film. Et ça, vraiment, ça, c'est pour les amateurs de films d'horreur ou de films de loup-garou, c'est à découvrir absolument, parce que personne ne connaît ces films. C'est des trucs passés complètement inaperçus, qui existent d'ailleurs en DVD. Le premier existe en DVD chez TF1, et le 2 et le 3 existent en DVD chez Metropolitan. Mais il n'y a pas de Blu-ray chez nous. Et ça c'est la première sortie Blu-ray européenne des films en HD, en fait. On est vraiment sur... et là, c'est les fameux formats Mediabook. Donc, je te laisse... Donc, l'avantage du Mediabook, c'est que on a du visuel interne et on a un livret avec les fameuses affiches alternatives de l'époque. Alors là, du texte, c'est en allemand, mais on a du visuel et ça, c'est cool. On a des belles sérigraphies aussi. Ouais, les sérigraphies sont vraiment sympas. Ouais. Film canadien, du coup. Ouais, c'est une trilogie canadienne, mais à partir du 2e film, on a quand même des effets spéciaux très très lourds, parce que c'est KNB qui s'occupe des FX, donc c'est pas n'importe quoi. C'est les mecs qui ont bossé sur Union en Enfer, pour citer que ce film-là. Donc voilà, on a vraiment des visuels assez excellents. Là, vraiment, ça pour moi, c'est vraiment une pièce dans ma collecte inestimable, quoi. C'est je pense ma pièce préférée parce que ultra rare, et sur eBay, tellement rare que sur eBay on n'en trouve pas. Quand ça s'est vendu en 2019, on était à 150 € le coffret. Il est très vite passé à 200 et juste avant qu'il n'y en ait plus, on était à 300, donc ça a augmenté très très vite en fait. Ça a très très vite bougé. Ça monte vite. Depuis, il y a une édition australienne qui existe, mais alors c'est juste un coffret avec 3 Blu-ray et il n'y a pas de sérigraphie, c'est ultra minimaliste en fait. Là, on a vraiment un truc propre avec des jaquettes inédites d'ailleurs. Donc très belle édition. Ouais. Très belle édition. D'ailleurs, il existe que 5 Grimoire éditions en Allemagne. Il y a cette série-là, il y a le film Opéra, il y a le film Suspiria, il y a la saga Leprechaun, et il y a la saga Union en Enfer. C'est les 5 qui existent dans ce modèle-là. Ouais. En grimoire. Voilà, et puis en plus, c'est vraiment c'est du dur. C'est vrai que c'est... Et là, pour le coup, une édition grimoire pour des films d'horreur comme ça fait sens en fait. Totalement. Ça fait complètement sens parce que là on est vraiment, les rares qui auront vu ce film pourront dire voilà, c'est vraiment des films ultra qualitatifs parce que voilà, des films en fait. D'ailleurs, le premier Ginger Snaps sorti en 2000, c'est le 2e film au monde à utiliser la technique d'étalonnage de Matrix en fait. Juste après le premier Matrix, le 2e film à avoir utilisé cette technique moderne à l'époque, c'est le premier Ginger Snaps. Et pourtant, l'uniformisation de l'image au niveau des teintes et autres,
Donc pour le coup, ouais, en guillemets, film d'horreur moderne, mais ça reste presque vintage vu qu'on est 2000 quoi, donc ça commence à vieillir. Et pourtant, les films sont méconnus. Et les films sont complètement méconnus, hein. Pour Ça a un été objet, très peu édité. Pour un objet méconnu. Exactement, exactement. Mais ouais, là vraiment, les fans du film de loup-garou, là, faut pas passer à côté, quoi. Faut vraiment voir ça. On continue la visite de ta vidéothèque. Alors là, on va passer vraiment tout en bas. Tout Ouais. en bas. Donc la question étant, pourquoi ces films sont en bas? C'est ceux que tu aimes le moins? Alors, dans certains, c'est peut-être le cas. Maintenant, pour d'autres, c'est tout simplement que vu que je les classe plus ou moins par genre, au bout d'un moment, faut arriver en bas, quoi. C'est voilà, hein. Souci faut de arriver en place. bas. comme Et juste, d'habitude. je fais quand même une aparté parce que je voulais parler un petit coup d'Evil Dead quand même. L'Armée des Ténèbres. Oui. Donc, belle édition française. Ça, c'est la première édition qui contenait en fait toutes les versions du film. Y compris les scènes coupées avec la fin alternative où Ash se retrouve dans le futur et qui combat des robots, démons, enfin voilà. Fallait parler de la saga Evil Dead quand même, vite fait. Parce que en fait c'est vraiment la saga Evil Dead, c'est les effets de caméra de la saga Evil Dead qui moi personnellement m'ont donné envie de faire des films en fait. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, rapidement, hein, mais voilà. Parce qu'on a vraiment une utilisation de la Steadicam dans Evil Dead qui est juste révolutionnaire en fait. C'est vrai, c'est une belle Clairement. Et moi ça m'avait tellement impacté quand j'ai vu ce film à l'époque que j'ai essayé de reproduire ça avec mes moyens à l'époque en fait. On continue en bas du coup. Yes, ah bah tiens. Je vois Voilà. ça, alors ça c'est une curiosité. Hein. Faut en parler, Psycho hein. Gorman, ouais, bah en fait pour moi, Psycho Gorman, c'est une tentative ratée de faire du tokusatsu à l'américaine en fait. De faire, en fait, le tokusatsu c'est un sous-genre du cinéma japonais qui consiste à reposer uniquement sur les effets spéciaux du film pour la mise en scène en fait. Ouais. Et pour moi, bah, clairement, on est sur une tentative américaine de faire ça, comme Mutronix à l'époque. Exact. Sauf que, pour moi, bah, en fait, ce que te promet le film, tu l'as pas forcément. Ça tourne pas mal autour du pot quand même. Et pour moi, je vais en profiter pour montrer Il y a un côté Power Rangers. Ouais, bah clairement, hein, bah, c'est du tokusatsu en fait, les Power Rangers. Donc forcément, hein. Je vais en profiter pour montrer ça. Le coffret Zeiram 1 et 2, donc ça c'est une édition japonaise purement, de films extrêmement rares en vidéo. Et donc c'est la seule façon de voir ces films d'ailleurs en haute définition, dans une qualité potable, parce que les DVD américains sont vraiment dégueulasses. La VF n'existe pas. Et la VF n'existe pas d'ailleurs. C'est une adaptation live de l'animé japonais Iria. Donc chasseuse de primes intergalactique qui se bat contre le Zeiram, qui est une arme biologique qui a été relâchée par accident dans la galaxie. Et là le Zeiram est tombé sur Terre, donc forcément elle va sur Terre pour essayer de le détruire. Deux films plutôt de bonne facture en plus. Donc là on est vraiment dans du pur tokusatsu japonais. Donc il y a des effets spéciaux de partout, ça bastonne de partout, il y a des monstres qui explosent, et il y a des mouvements de caméra ultra dynamiques, ça se repose jamais, et en vrai c'est tout ce que j'aime quoi. Il y a une VO là-dedans? Il y a qu'une VO. Enfin, il y a qu'une VO, il y a pas, par exemple, il y a que du japonais, il y a pas de. Il y a que du japonais là-dedans, ouais. Mais là en fait les films je les ai déjà vus en version US dégueulasse. Et je voulais les revoir en haute qualité pour avoir vraiment toute la qualité des effets spéciaux qui sont ouf en fait. Je veux dire, chaque film possède son money shot quoi. Et il y a vraiment des money shots où en fait la nana se fait tirer dessus par un espèce de mortier. Et elle dévie le tir soit avec son coude, soit avec son pied. Et ça fait péter l'immeuble qui est derrière quoi. C'est très japonais. C'est ultra japonais, mais sauf que normalement ça on le voit dans les films d'animation. Et là c'est fait en vrai. Et t'as vraiment l'immeuble qui pète derrière, et c'est ouf, c'est incroyable. Enfin, ça franchement, pour tout ce qui est chorégraphie de combat, effets spéciaux, c'est de la balle en fait. Et le visuel est sympa. Le visuel est super sympa, et à la limite, j'ai envie de te dire que le film est assez facilement compréhensible. C'est pas non plus, c'est pas de la haute philosophie, tu vois, donc en vrai,
Même si tu comprends pas tout, c'est pas bien grave. Après, moi, je les avais vus en version américaine en plus, donc ça aide. Mais ouais, vraiment, grosse curiosité pour les cinéphiles avides d'effets spéciaux. C'est incroyable, ça. Enfin voilà, je profite, oui. vu que tu me parles de Psycho Gorman, Exactement. je rebondis là-dessus parce que c'est très ça, bien, il faut présenter ce genre d'objet, on va dire pas commun. Voilà. Bah, c'est- d'ailleurs, je parlais tout le à l'heure de The Machine Girl dans le coffret Sushi Typhoon, The Machine Girl Tokyo Gore Police, bah, on est sur du tokusatsu. Donc tout le film repose sur les FX gore en fait. Les FX gore ou les FX de combat en fait. On est vraiment dans le même genre de film. Avec des angles de caméra que t'as jamais vu ailleurs, une manière de filmer complètement folle en fait. Hein. C'est vraiment à voir. Hein. J'insiste là-dessus, mais vraiment pour les cinéphiles curieux, voire même qui sont un peu blasés, je pense que ça peut carrément plaire quoi. On continue en bas Allez. du DVD et on passe au Blu-ray. Ouais. On est toujours bah, sur tiens, on est toujours sur de l'horreur ici. Je vois, hein, yes, c'est- bah, on est globalement sur de l'horreur. Blair Witch, Fan footage un peu. Hein, Omen, on a du classique. voilà, hein, bah, le nouveau c'est- Evil Dead hein, de Federico Alvarez. Avec- Voilà, qui va réaliser le prochain Alien, d'ailleurs. Oui. Faut le dire, au passage. Alors, je profite de plein de trucs pour rebondir, mais ça me paraît important. On regarde, alors là c'est vraiment, mais vraiment caché, il faut les voir, hein, tes DVD. Ouais, j'avoue. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, écoute, je vois pas grand chose. Mais bah, là, pareil, en façade, très intéressant, on a le film The Witch. Bien sûr. Curiosité De- moderne, hein, film de Robert de Eggers. sorcière, Ouais. vraiment cool. Avec Anya Taylor-Joy, bien sûr. Exact. Voilà, c'était pas encore Et connu. on a Rec 1 et 2 surtout. Enfin, ils y sont les 4, mais le 3, c'est une merde insondable. Bien sûr, on est d'accord. Euh, Le 4 est passable. le 4 est passable, mais le 3 est une merde insondable. Par contre, Rec 1 et 2, c'est des pépites ces films. C'est vraiment c'est des Bien pépites. Il y a un savoir-faire en fait dans Rec 1 et 2 qui est juste qui est ébouriffant en fait. Hein. C'est. Alors, il y a un peu de poussière sur les amarrais. Hein, voilà. Oui, tu dois pas les sortir souvent. Pas forcément le temps. Est-ce que tu es dérangé par les amarres bleus? Pas plus que ça, enfin, voilà. Ça me. On va dire que ça m'empêche pas de dormir la nuit. Cette question. toi, ouais, c'est pas un problème. Tu peux prendre. Ouais, du, ouais. Tu collectionnes le film avant tout. Oui, En fait. clairement. Après, si le film vraiment je l'aime et que je peux l'avoir dans une meilleure édition qui me plaît, bah, je vais éventuellement repasser à la caisse. Ouais. Mais après, voilà, avoir le film en amarais, pour pas mal de films, ça me suffit. C'est. Entendu. Ouais, parce que c'est assez variable finalement ce que tu as. Clairement, ouais, clairement. Par exemple, on passe à Twister à côté, encore une VHS box. Encore une VHS Du coup, box. Donc, bah, voilà, forcément. le film de Jean Debon. On parlait hier, justement. Yann le Lemont, réal de ça. Speed, Et on en parlait hier, du coup, de Ortiz aussi. de Hantise et directeur photo de Piège de Cristal. Avant d'être réalisateur, il était directeur photo. Voilà. Exact. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a du film d'action surtout. Hein. On a du Avec Van Damme. Piège de Cristal, bah d'ailleurs, Piège de Cristal, t'en parlais juste maintenant, bah voilà, il y est. On a un peu de Van Damme, on a Small Soldiers, Voilà, du ESC. Hein, ouais, pour un peu Van de Damme. SC. Ça, double team. Alors, on passe de l'autre côté de ta collection, la face B, n'est-ce pas? Voilà, exactement, le B-side. On va partir de ce côté-là, du côté de Cyborg, d'Albert Pune. Exact, du regretté Albert Pune, Ouais, il qui nous a quitté récemment. Voilà, qui est en fait un cinéaste pour lequel j'ai quand même un affect, parce que mine de rien, dans la manière de travailler qu'il a, je m'y retrouve beaucoup. De la manière ultra hyperactive. Genre sur un tournage, il veut contrôler plein de trucs. Bah lui, il fait ses tournages Ouais, en voilà, une semaine ou 2 semaines, je crois. Ouais, que c'est ça, Cyborg, c'est vraiment le mec. C'était 2 Le semaines. mec est ultra hyperactif et qui aime finalement ouais, son équipe, c'est sa famille quoi, c'est des potes à lui, c'est vraiment et en fait c'est plus ou moins la manière dont on fonctionne en vrai. Donc là, c'était les débuts de Van Damme. Hein, cette Ouais, époque-là, voilà, Cyborg, c'est les débuts de Van Damme, on est sur les éditions Vidéoclub de SC qui sont des alternatives aux VHS Box mais sans affiche de film. On en profite pour regarder une autre Ouais, édition voilà, juste bah, en dessous là. Supergirl aussi. Supergirl du réalisateur français
Janos Vac, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui avait réalisé Les Dents de la Mer 2. C'est un français. C'est un français, ouais. Ok, alors là je l'apprends. C'est un français. Je savais pas. Le Réal. Oui, ça va être en dessous. Ouais, Janos Svark. Pardon. C'est pas vraiment français. Mais pourtant, il est français. Ouais. Il est français. Et d'ailleurs, j'en profite pour quand même parler de certains trucs qui sont derrière. Le retour des morts vivants. Chez le chat qui fume. Voilà. Ouais, on peut en parler de celui-là. Film mythique, Mm. réalisé par le scénariste d'Alien, Dan O'Bannon, Dan O'Bannon, avec Liana Quigley d'ailleurs. bien sûr. Voilà, super film de mort-vivant, hein, génial. Et ça, Qui a c'est- des suites de qualité très variable. Et là, c'est une restauration du chat, donc. Voilà, ouais, Ouais, c'est ouais, bon, ils c'est sont pas le super. chat qui l'a restauré, hein. Ils ont pris un master qui a été restauré par les Américains et puis ils l'ont utilisé. Mhm. C'est pas eux qui ont fait qui ont fait le remaster. Ils l'ont bien dit d'ailleurs en interview, les mecs achètent en fait des copies, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Retour du Mort-Vivant 3 aussi chez Ouais. eux. Pareil, un Si. super film de Brian Ouais. Usna. Super film avec l'actrice Melinda Clarke, qui est incroyable dans ce film, hein, vraiment. Il y a du body horror là-dedans, c'est assez incroyable quoi. Toujours un maximum de bonus. Excellente série B, hein. Excellente série B, vraiment. hein. Et je voulais aussi parler de ce film-là qui fait énormément penser à Savage Streets, dont on a parlé avant, avec une bande-son ultra synthwave, Bah, déjà des visuels ultra synthwave, enfin déjà vraiment... la typographie. petite curiosité, hein, ce film qui n'existe pas chez nous, c'est vraiment de l'import US. On est sur du film complètement putassier, mais voilà, c'est un plaisir coupable quoi. C'est voilà, très bon. Derrière ce que je constate, là, derrière les TVHS Box, tu Ouais. regroupes plutôt les Les zombies. trucs là. de zombies, ouais, les trucs de Apparemment. zombies, exactement. Ah, c'est par genre. Bah, dans les trucs de zombies, bon, on a quoi? On a le film de Dead, Shaun of the Dead. Qu'est-ce qu'on a aussi? Quel est ton film de zombies préféré? Ah, L'Armée des Morts de Snyder. Donc l'ancien, ouais. pas le nouveau. hein. Mais ouais, L'Armée des Morts de Snyder, pour moi, il est incroyable ce film en fait. Plus que le film de Romero, donc. Ouais, bah en fait l'original de Romero est largement inférieur, je pense. Même si j'aime beaucoup les films de Romero, hein, clairement. En fait, pour moi, le meilleur film de Romero, c'est La Nuit de Mort-Vivant. C'est vraiment son premier, pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'il y a déjà tout finalement en fait. Il y a déjà tout, le rythme est déjà bon, même pour son époque. Bah tiens, voilà, d'ailleurs. C'est la dernière version qui est sortie. ça. Voilà, ça c'est la dernière version. Pareil, le nouveau master est américain. C'était un remaster créé par Criterion Film qui a été racheté par Studio Canal. Alors on continue, on a encore de la VHS Voilà, Box. on a encore de la VHS Box, Universal Soldier, voilà. Iris Maximum. Ouais, Donc, voilà, quelques films Van Damme. Donc là, t'as plusieurs. Justement, L'Armée des Morts de Snyder qui est derrière. On a aussi très intéressant à mentionner le film Mulberry Street de Jim Mickle, excellent réalisateur de films de genre américain. Non, on va pas le sortir parce que c'est compliqué là, mais du coup, ouais. Il est là, en plus, effectivement. Voilà, qui nous a fait un excellent film de post-apo vampirique, Stakeland. Qu'est-ce qu'on a On a du zombie encore là-bas Ah bah là derrière. on a encore du zombie. Bah, Resident Evil, bien sûr, ok. Ouais, Resident Evil, voilà. Alors. Et film très particulier, il y a The Dead Outside et Dead Girl. Alors là on est vraiment sur du film de zombies ultra spécial quoi. Vraiment. 36-15 codes Père Noël. Excellent thriller français. Chez le chat aussi. Voilà, et bah tiens, truc de zombie, alors ça
très très particulier. C'est la série des Reppu Zombies. Donc là on est sur du tokusatsu japonais. On est sur des films de zombies un petit peu pseudo-érotiques, tu vois. Donc là c'est du gros c'est du gros délire, hein. Il y a des références au Retour des Morts Vivants, à Romero en pagaille, et on est vraiment sur du gros délire à la Asylum en fait, hein. D'accord. Mais c'est marrant, c'est super drôle, super décomplexé. Bah, c'est style Tokyo Gore Police, style The Machine Girl, voilà. On est sur des films un petit peu coquinous, tu vois, horrifiques. Ça existe nulle part en dehors du Japon, quoi. C'est vraiment. C'est que les Japonais. Ouais. Puis on a vraiment des références au cinéma de zombies dans tous les sens, quoi. Tout y passe en fait, hein. Mais avec un petit côté sexy. C'est vraiment des petites curiosités. Hop, on va continuer, je te laisse remettre. Et on va remonter. Hop, là. Alors, explique-nous ton classement ici. Alors, le classement, bah là on est principalement sur les coffrets ou les collections de films. Midnight Collection, où il y a quasiment tout là en fait. Il m'en manque 2, je crois. Mais autrement il y a tout. De chez Carlotta donc. Ouais, on a des belles curiosités là-dedans. Ça réédite d'ailleurs une partie du catalogue de Neo Publishing. Ça commence en tout cas. Avec un Séminoïde, excellent film de SF ultra bis. C'est ton préféré de la collection ? C'est un de mes préférés parce que vraiment c'est un film qui est ultra méchant. Un Séminoïde, il y a vraiment des scènes assez choc, quoi. Encore une fois, hein, c'est vraiment le cinéma bis assez putassier de l'époque qui est là pour choquer en fait. Mais on a vraiment des trucs. Ça se fait plus des films comme ça, tu vois. Clairement, on a des films à coup de Garauer, voilà, un Séminoïde que j'ai pas encore décellophané parce que le film je l'ai déjà, mais voilà, ça permettait de l'avoir en Blu-ray. Bon, là on a vraiment des trucs super visuels aussi. Ouais, super visuel, c'est ultra visuel. Vraiment, Tourist Trap, ouais. Ouais. Et puis on a des films assez méconnus, hein, extrêmement méconnus. Le film Blue Jean Cop, qui s'appelle Aftershocks en anglais, c'est un film de James Glickenhaus, celui qui a réalisé les Exterminator. Sauf que là c'est un bon film, par contre, avec Peter Weller. Ah oui, derrière, oui. Avec Peter Weller, quand même. Et attends, lui c'est pas l'autre acteur là ? Bordel. Bah Sam Elliott apparemment. Ok, je pensais, je me disais mais c'est peut-être Tom Atkins. Il ressemblait un peu à Tom Atkins, mais non, c'est pas lui. Il y a quelque chose de Tom Atkins en vrai, hein. La bonne grosse moustache là. Bah Sam Elliott justement, c'est pas lui qui est dans The Big Lebowski. Ouais, je crois bien. Ouais. Il me semble. Avec sa moustache et dans Tombstone aussi. C'est un des frères Earp. Ça, je pourrais pas avec dire. Kurt Russell, avec Bill Paxton. Enfin, D'ailleurs, The Exterminator, hein, parlons-en, aussi un film de James Glickenhaus. Je pense que, vu que dans sa famille il a un producteur, Shapiro Glickenhaus, à mon avis, il a pu facilement réaliser des films, ce monsieur. Des films très très variables en termes de qualité. La jaquette ultra menteuse, hein, parce qu'à aucun moment dans le film tu n'as cette séquence. Ne vous Jamais. attendez pas à avoir un personnage comme ça dans le film. Ouais, c'est ça, parce que c'est un Rape and Revenge, enfin, c'est même un film de vengeance tout court, c'est pas un Rape and Revenge. Non, c'est un vengeance. C'est un film de vengeance tout court, mais alors le personnage, il y a un charisme Zéro. Zéro, vraiment, ouais, bah, tiens, si tu veux voir derrière. Le visuel Voilà, est super regarde le charisme de notre protagoniste quand même, c'est incroyable. Oui, il y a un grand écart, oui. T'as l'impression que c'est le facteur, quoi, le mec, en fait. C'est n'importe quoi, en fait. C'est juste, mais... T'y crois pas, ouais. On t'offre ça, alors que ça nous promet ceci. Voilà. C'est ça, c'est complètement Et ça. tu ne le vois jamais dans le film. Ah ouais, là c'est la grosse douche froide de film, mais la jaquette est mythique par contre, clairement. Tout à fait. Là on est purement dans la Flying Jacket, donc la jaquette ultra menteuse qui magnifie à fond le film pour le survendre. Et en vrai, tu te rends compte que t'as jamais ça dans le film, quoi. T'es même loin de l'avoir en fait. C'est ce que font les Asylum. C'est ça. C'est ce que faisaient aussi à l'époque des vidéoclubs, des jaquettes qui étaient vachement percutantes.
Le film C'est était ça. pas forcément bon, enfin si, il y a eu des films bons, mais pas forcément tous. Et ouais, c'était fait pour vendre, hein. C'est clair. Hein. Là, les Jean Rollin, donc la collection Jean Rollin qui est sortie. collection Rollin. C'est bien de la montrer, je pense. Ouais, exact. Qui regroupe tous ces films, du coup, dans un coffret là. Voilà. Il y a 17 films, hein, quand même. De 1968 à 2007. Donc si on veut se faire une filmographie Jean Rollin, Et ben on ce peut. coffret est indispensable. Et là, je pense qu'il y a des trucs à causer derrière. Les petits doubles programmes Albert Pyun de chez Metropolitan. Et bon, là, on a des films intéressants, hein, notamment Nemesis. Le premier. Ouais, le Avec premier un Nemesis. Français, Olivier Gröner, ancien Ouais. pilote hélicoptère. Ouais. Exact. Donc Tout à là, fait. Albert Pyun, gros réalisateur de bis. Hein, On retrouve notre Christophe Lambert national. voilà. Avec une filmographie, donc du coup, à la qualité très variable, mais il y a des perles au milieu. Il y a clairement des perles en fait chez Albert Pyun. Donc voilà, c'est petite collection sympa de double programme. C'est pas forcément des films exceptionnels, mais Non. ça se laisse regarder. C'est clair. Surtout Nemesis. Nemesis, c'est un sous-Terminator. Ouais, voilà, mais qui Avec la patte qui jaune. dans certaines scènes est limite plus impressionnant en fait. C'est autre chose. C'est autre chose, Ça- c'est vraiment autre chose, ça fait autre chose. Mais on est... Et d'ailleurs, j'en profite en parlant de Nemesis pour vous montrer un coffret allemand, encore un coffret allemand. Où là on est sur du truc plus classique, mais là on a l'intégrale de Nemesis. Sauf le Nemesis 5 qui est sorti après, qui est une sombre bouse réalisée par des amateurs qui ont chopé un smartphone. Ouais, il y avait déjà voilà. le 3 et Le 3 et à est oublier. Le 3 clairement, ça fait halluciner que ce soit le même réalisateur en fait, clairement. Parce que le 1 et le 2, surtout, c'est surtout Nemesis 2. Bah, le plus connu, on va dire, qui parce est- que voilà. il existe le DVD. Le Nebula, Nemesis quoi. 2 Nebula qui est vraiment pour le coup hyper impressionnant avec l'actrice est une bodybuildeuse hyper impressionnante physiquement sous Price qui joue après dans toute la série d'ailleurs. Ouais, les effets ont quand même bien. Ouais, les Pas effets numériques en tout là, cas. ouais, les très, effets très mal numériques, mais il n'y en vieillis. a pas tant que ça dans celui-là. Il y en a. Il y en a, Pas mal. mais c'est à partir du 3, il y en a à blinde quoi. C'est immonde. Le 3 est immonde. Et le 4, c'est une petite vibe Ghost in the Shell quand même pour le 4, que j'ai bien apprécié. C'est pas un film exceptionnel, mais qui se calme un peu sur les effets numériques d'ailleurs. Clairement, ils ont bien compris que c'était pas bon quoi. Et du coup, il y a nettement moins de numérique là-dedans et ça se laisse regarder, je trouve. En tout cas, moi je l'avais bien apprécié. Moi aussi. Alors, présente-nous. Voilà. Ça, fallait en parler. The Descent, surtout le premier. Donc survival caverneux de Neil Marshall. C'est un peu avec Christopher Smith le réal britannique du film de genre. Voilà, très bon film, vraiment excellente atmosphère. The Descent à voir absolument. Ah, Dans les c'est- survival, il est vraiment top quoi. Avec pareil des FX pratiques vraiment réussi quoi. C'est très sanglant. Là on a vraiment un film assez sauvage, hein. Il y a des scènes vraiment assez violentes. Hein. C'était la nouvelle vague britannique du C'est coup, ça. avec Christopher Smith, Creep, Severance, Ouais, etc. exact. The Descent, Dog Soldier et Doomsday. Voilà, Donc, ouais. Ça c'est vraiment The Descent. En tout cas le premier est à voir, vraiment. Tout à fait, je confirme. On passe à côté Et ben, ici. Là. voilà, là on est cinéma asiatique majoritairement japonais. On a vraiment des curiosités nippones. On a du film de Kitano, Zatoichi, très bon. Et on a beaucoup de tokusatsu. Hein. Donc là aussi beaucoup de DVD, des Ouais, éditions bah, Blu-ray. ouais. Et si tu dois en choisir un là-dedans que tu souhaites présenter aux internautes. Asso Girl. J'allais le dire, non, mais par contre, oui. Là, je pense que clairement, pour ceux qui connaissent pas, ça se présente. Ça n'existe pas en Blu-ray, que je sache. Elles sont magnifiques. Avalon, ouais, bande son magnifique. En vrai, c'est le réalisateur de Ghost in the Shell qui nous a grosso modo fait un Ghost in the Shell
live à peu près, tourné en Europe de l'Est. Les décors, Ouais, voilà, bah, c'est dans un pays en guerre d'ailleurs, je crois. Donc là, on a vraiment un petit très digipack. très beau digipack de l'époque. Tout à fait. Là, on est sur du film. Pareil, c'est vraiment de la curiosité. C'est vraiment, Avec le chien de. ouais, voilà, avec le chien de Mamoru Oshii. On est vraiment sur du cinéma qui commence vraiment à maîtriser les effets numériques à l'époque de Matrix. On est vraiment sur cette période où vraiment ça commence à dompter les effets numériques. Et on est sur un film qui, même maintenant, je pense encore se regarde. C'est par son ambiance, déjà. Ouais, déjà pour son ambiance, mais surtout les effets numériques. Là, c'est la manière dont c'est intégré, ça vieillit bien, en fait. Parce qu'on dans le film en lui-même, c'est intégré qu'on est dans un univers virtuel, en fait. Donc voilà, je pense que, voilà, à toute épreuve aussi. Je pense qu'on peut en parler de chez HK Vidéo. John Woo. Exactement, John Woo. Donc il y a même un jeu qui a été inspiré de ça, Hard Boiled. Saga policière, limite film d'action policier, mais tellement long en fait que le film, même si les scènes de gunfight sont incroyablement cool, le film est limite indigeste parce que super long quoi. C'est limite un téléfilm en 2 parties le machin. Ah, il dure combien de temps? Ouais, il Ça doit être fait largement au-delà de 2 heures. Bah, regarde, Je pense que... Eh ben tu vois, 2 heures. Mais t'as l'impression que le film il en fait 3 en fait. Non, C'est vraiment ouf, mais par contre, bah voilà, là on a un film qui a inventé le bullet time quoi en fait. Clairement les ralentis John Woo, avec les mecs qui sautent en l'air avec leurs flingues qui se vident jamais de leurs munitions. là, C'est ce film-là qui a tout inventé quoi en fait. la colombe et le pigeon sont jamais bien loin. Ouais, c'est ça. Genre, quand les mecs sautent en l'air et se mettent à se tirer dessus, t'as une envolée de colombes. Enfin, c'est ultra esthétique. Ça veut rien dire, mais c'est ultra esthétique, quoi. C'est beau, en fait. Le mec a juste fait ça parce que c'était beau, quoi. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre raison. Bah voilà, après... tiens, un film, on peut aussi en parler, je pense. Celui-là, parce que grosse curiosité aussi. Gros film d'FX, Gunhead, Ouais. le fameux Gunhead, qui est à la base, il y a eu une série télé, mais ça fait partie des trucs qui ont été largement abandonnés aujourd'hui, c'est impossible à trouver, c'est impossible à voir, même sur internet ça ne se trouve pas, et il existe aussi un jeu vidéo sur la PC Engine qui est tiré de ce film-là, Ouais, parce que- Gunhead. Alors là, c'est très James Cameron. Hein. Ouais, On ça va fait dans le ultra visuel. Aliens en fait. T'as des gros mechas, effectivement, avec... je crois que ça se passe dans une espèce de... C'est pas une raffinerie, mais c'est un complexe. Ah non, c'est énorme. Ça, c'est une production japonaise et américaine. Ouais, il y a des Américains dedans, clairement. Parce que là, il y a Brenda Baker, Ouais. qu'on verra plus tard dans Piège à grande vitesse avec Steven Seagal, avec Christophe Lambert aussi dans Deux doigts sur la gâchette. Voilà, elle a fait pas mal de petits films d'action en second rôle. Et là ouais, elle est là-dedans, quoi. Gunhead, c'est une curiosité. Hein. Ouais, grosse curiosité, et encore une fois, c'est pas forcément un film très fun à regarder, parce qu'il y a beaucoup de longueur, mais par contre, les décors, les effets c'est spéciaux, surtout ça. c'est C'est incroyable. surtout les effets, ouais. C'est Là, tout du réel, quoi. La Là, méca. c'est ultra généreux à ce niveau-là, quoi. C'est ouf. Et là, il mentionne d'ailleurs l'influence Appleseed. Hein. C'est vrai que... Ouais, je pense. Ouais, quand tu vois... effectivement, à mon avis, et d'ailleurs, Cyberpunk, ouais. chose assez particulière dans ce film, parce que là, quand on regarde le réalisateur, je crois pas que le réalisateur soit forcément cité ici, mais ce qui est drôle en fait, c'est que, voilà, regarde, directed by Alan Smithy, on peut en parler de ça. Alors, dis-nous. Ben, en fait, c'est un réal japonais à la base. Mm. Et je pense que sur cette version-là, C'est une internationale. qui est une version internationale, je pense que pour une raison qui m'échappe, les mecs ont gommé le nom du réalisateur et ont mis le fameux placeholder qu'on appelle Alan Smithy. Et ça, je pense qu'on peut en parler. Alan Smithy, tu sais ce que c'est, Philippe, je pense. Bah non, justement. Ah ben alors, J'attends. il faut savoir que aux États-Unis,
il y a ce qu'on appelle la guilde des réalisateurs associés, qui a créé une règle. Vu qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont contraints de faire des films par des studios, pour des raisons monétaires, tout simplement, pour décrocher des contrats, souvent, ils sont pas forcément libres sur ces films, qui sont des films de commande. John Moore, par exemple, hein, pour ne citer que. Et quand un réalisateur intègre doit réaliser un film de commande sur lequel il n'est pas libre du tout, et du coup, le film devient quelque chose qui n'était pas souhaité par le réalisateur, soit le film est un bide monstrueux et le réalisateur a envie de conserver, de conserver son travail, il peut, avant la sortie du film, demander à ce que son nom soit gommé et remplacé par ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire c'est un nom d'emprunt. Alan Smithy. Il y a plein de films réalisés par un certain Alan Smithy, mais c'est des films très très différents, de qualité très variable. Et en fait, c'est personne. Personne ne s'appelle Alan Smithy. Ouais, c'est un nom d'emprunt ouais. que des réalisateurs peuvent emprunter pour les remplacer sur le film parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Et là, je pense tout simplement que pour éviter d'avoir à payer des droits d'auteur, les mecs ont remplacé le nom du réalisateur. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsqu'on lance le film, on a des crédits au début, avec une police. Ouais. Et on se rend compte que sur le réalisateur, il y a un effet de gommage, et ils ont remplacé par Alan Smithy, et la police est légèrement différente, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc je pense qu'ils ont essayé d'imiter la police pour tout simplement modifier la péloche pour pas avoir à payer les droits d'auteur. Moi c'est ma théorie. D'accord, intéressant. Mais voilà, Alan Smithy, pas tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un nom d'emprunt que n'importe quel réalisateur peut emprunter, en fait. Tu as d'autres films comme ça sous le coude dont tu peux parler ? Il faudrait que je me rappelle, mais c'est... Karim Debache en avait parlé il y a longtemps dans Crost, et il avait donné pas mal d'exemples. Et ce qui est fou, c'est que normalement, un réalisateur, il a sa patte, et souvent on reconnaît son style. Et les films réalisés par Alan Smithy, c'est jamais la même patte, parce que c'est jamais le même réalisateur derrière. Ouais. Donc en fait, c'est des films, la filmographie du Alan Smithy, elle est ultra dépareillée de ouf, en fait. Et alors comme ça, j'aurais pas d'exemple qui me vient en tête. Mais en vrai, il y en a plein. Et même des fois des gros blockbusters. Hein. Ça peut arriver qu'un film ait marché, mais que le réalisateur en ait honte parce que c'était pas ce qu'il voulait faire. Il a été contraint de supprimer des scènes qu'il aimait bien, ou des choses comme ça. D'ailleurs, Alien 3, ça a failli être réalisé par Alan Smithy, quand on connaît tous les problèmes qu'a eu David Fincher. Le mec d'ailleurs, je sais pas pourquoi, vu qu'il le renie aujourd'hui, je sais pas pourquoi à l'époque, il avait pas choisi de prendre le surnom d'Alan Smithy. Peut-être parce qu'à l'époque, il avait besoin de se faire connaître. C'est possible. C'était ses débuts, ouais. Je pense que c'était ses débuts, et du coup, il avait besoin malgré tout de dire, voilà, j'existe. Mais je pense qu'autrement, Alien 3 se ferait aujourd'hui, je pense qu'il utiliserait le nom d'Alan Smithy, tellement il a eu des problèmes dessus, tu vois. Bon à savoir. Voilà, donc ça c'est un truc, je m'étais dit, mais c'est pas possible, c'est un film japonais, le réal s'appelle Alan Smithy, et je comprenais pas, et en faisant un peu des recherches, je suis tombé sur l'histoire d'Alan Smithy, mais c'est officiel, ça existe, c'est vraiment, ça fait partie des travers d'Hollywood en fait. D'accord, parce que moi je pouvais penser, tu vois, que comme les western spaghetti, en fait, où tu avais les réalisateurs donc, qui sont italiens, voilà, des noms italiens, et qui veulent exporter en fait leur film aux États-Unis, et bien parfois, ils avaient un nom, ils changeaient le nom, ils prenaient un pseudo pour faire plus américanisé. Et c'est autre chose. Exactement. En fait, c'est pour vendre le film à Joe l'étranger. D'Amato faisait ça par contre. Voilà. Le réal Joe D'Amato, il avait des surnoms. D'ailleurs, où est-il Jean Rollin avait des surnoms aussi. Ah oui. Il s'appelait J.A. Laser sur certains films, notamment Le Lac des Morts Vivants, qui est une grosse honte. C'est J.A. Laser, mais c'est Jean Rollin. D'accord. Bon à savoir. Il y a des réals comme ça qui ont des pseudos, ouais, clairement. On continue, ta collègue. Voilà, donc celui-là, je pense que c'était bien de faire une parenthèse là-dessus. Ici, est-ce qu'il y a un film que tu souhaites nous présenter en particulier, ou deux ? Quelques-uns même. On va pas s'étendre, mais Les Proies, excellent film. Alors, ça n'existe pas en Blu-ray, c'est vraiment une vieille édition DVD, mais un bon thriller, belle curiosité. On va pas... film hongrois, sauf erreur. On va pas s'étendre, mais vraiment
excellent film, très très bon. Vu qu'on a encore beaucoup de choses à voir, on va parler un peu de Carpenter. Ouais, quand même, un petit peu. Avec quelques belles éditions. Alors évidemment, Christine, c'est un upgrade, hein. J'ai le DVD classique. Le classique, Voilà, mais voilà, ça fait partie des belles éditions Donc, sorties il y a limité à quelques années. 3000 exemplaires. Voilà, c'est ça. Direct. Ça fait partie encore des trucs qui se vendent sur internet à des prix complètement débiles. Alors, Carpenter. ça, c'est un autre truc dont je voulais parler. La trilogie Pusher. Excellent film de gangster par le réalisateur très connu de Drive de The Neon Demon, Nicolas Winding Refn. Ça, c'est des films complètement inconnus du réalisateur, très très peu édités. Il n'y a pas de version Blu-ray, il y a juste une vieille édition DVD qui contient la trilogie. C'est d'ailleurs des films avec Mads Mikkelsen, hein, avant qu'il soit connu. Donc ça, pareil, c'est à voir absolument. C'est un très très grand film de gangster. Voilà, on va un peu avancer. Mais Qu'est-ce que tu penses de Ghost of Mars d'ailleurs? super fan. D'ailleurs, il y a une comment dire? Il y a une rumeur qui voudrait que Carpenter avec Ghost of Mars a essayé de faire une adaptation de Doom au cinéma, parce qu'à la base, le projet à l'origine, c'était censé être ça. Et je crois qu'il y a eu des problèmes de droit avec la Universal, du coup ça a été abandonné, et il a fait quand même son film. Mais apparemment, lors de sa préparation, Ghost of Mars était censé être l'adaptation du jeu vidéo Doom. Ce qui, encore une fois, quand tu vois où ça se passe, ça fait assez sens en fait. Ouais, alors pour moi, c'est plus un western, parce que lui... C'est un western, c'est clairement un western. Il a toujours voulu faire un western, c'est un western sur Mars. Ouais, c'est un western sur Mars, clairement. Et vraiment, il y a des idées, le film est top. Enfin, pour l'avoir revu encore très récemment, c'est un film que j'avais pas revu pendant au moins 15 ans. Pour l'avoir revu très, très récemment, le film, il fonctionne super bien, même encore aujourd'hui. Hein. C'est un très plaisir efficace. coupable. C'est un plaisir coupable, non, mais c'est un bon film en fait, c'est un bon film de Carpenter. Il est très décrié parce que voilà, il y a Ice Cube dedans, parce qu'il y a une bande son qui est très inhabituelle pour Carpenter, mais c'est pas lui qui compose, d'ailleurs c'est les musiques de Anthrax, je crois. c'est Du groupe probable. Anthrax. Mais en vrai, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et il y a des acteurs assez inhabituels pour du Carpenter d'ailleurs. Jason Statham avant qu'il était pas, qu'il soit Ouais, pas connu. Jason Statham, Il y a Joanna Cassidy, enfin il y a vraiment Cléa Duval aussi, qui est dans The Faculty. Exact. Pam Grier. Pam Grier, ouais. Natasha Hendridge, bien sûr. Pam Grier, Voilà, qui est aussi dans Escape from LA, Bien sûr. donc Los Angeles 2013. Mm. Voilà. Elle est aussi là-dedans. C'est vrai que ça peut être bien de faire une petite Transition. petite transition sur Carpenter, hein, parce que voilà, on a beaucoup de Les fameux steelbooks. voilà les fameux steelbook Village des damnés. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce visuel, Charles? Ouais, ça a été vachement décrié. En vrai, ça me choque pas et je trouve cool parce qu'il y a des détails dans les yeux, justement. Il y a une brillance dans les yeux et le recto est génial. Hein. Le recto est génial, vraiment. Ouais. Ça pète, je trouve. Enfin, honnêtement, moi, ça me choque pas, tu vois. Et là, on a donc les collections Studio Canal. Du coup, Voilà, les fameuses rééditions Ouais. Studio Canal qui étaient avant les espèces de petits digipacks, les cahiers du cinéma. Voilà, c'est les mêmes films en fait, mais avec des remasters. Exactement. Voilà. Et Fogg. Exact. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose ici Non, ça me paraît. On passe à la suite. Pour les Terminator, voilà. On passe à la suite. Bon, on a déjà commencé avec les Carpenters. Bon, là, on retrouve des éditions simples. C'est assez commune. Ah, c'est assez commun, effectivement. On passe en dessous. Peut-être quand même. Calvaire. Fabrice Duvels. Ouais, Fabrice Duvels, film vraiment ultra particulier, c'est un survival. Mais ambiance, pareil, t'as jamais vu ça, quoi. C'est complètement absurde comme film, en fait. Mais c'est génial.
Enfin, il y a vraiment des grosses ambiances bien pesantes. C'est un survival absolument terrible, quoi. Ouais, film de Ouais, religion. voilà, c'est vraiment à voir, hein. Curiosité comme ça. Donc là-bas derrière, on a du film d'horreur, je vois The Human tiens. Centipede, Street Ouais, Trash. voilà, ouais, bah, Street Trash, excellent film sur le plan technique, en tout cas. Alors Street Trash, attends, je l'avais vu quelque part ici. Ouais, voilà, Il bah, est il est en dessous, du coup, il est mais- en Mediabook. On va en Ouais. parler. Effectivement. Tu voulais parler d'un autre film du Ouais, coup. je voulais quand même parler du sous-sol de la peur, The People Under the Stairs, qui, franchement, pour moi, c'est de très très loin le meilleur film de Wes Craven. Pour moi, je pense que Wes Craven est quand même pas mal surévalué. Honnêtement, ça, c'est vraiment un film qui sort du lot chez lui. Pareil, c'est un film, il se passe plein de trucs, il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est excellent survival, où on part dans la comédie, on part dans l'horreur, enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Avec Ving Rhames, acteur afro-américain culte, Ving Rhames. Ouais, Les ailes de l'enfer, Ouais, Piranha 3D. Non, film terrible, vraiment. Alors, peux-tu nous parler un peu Tokyo Grand Guignol Ouais. du coup Bah, je peux parler de Tokyo Grand Guignol et je peux parler de celui-là à côté parce que bah, là en fait on est sur un film à sketch international, donc on a des réals asiatiques et on a un français, le fameux François Gaillard qui a réalisé notamment des giallos très esthétisants, très érotisants aussi mais très esthétisants. Et là on est vraiment sur des curiosités parce que autant ce film là que celui-ci n'ont jamais été édités en France et très peu même en Europe. Enfin ça c'est encore des versions allemandes, les fameux Mediabook allemands. Et on est sur des films qui encore une fois visuellement sont assez prodigieux en fait. C'est vraiment des vraies curiosités. C'est à voir. C'est tout simplement à voir. Et c'est fou qu'un réalisateur français qui tourne des films en France, mais ces films ne sortent pas en France en fait. Pour la plupart, ils sont pas sortis en France. Et ça, c'est complètement dingue en fait. C'est à part Black Aria, aucun de ces films ne sont sortis sur le territoire français en fait. C'est fou. Et ça, c'est le chat qui fume qui a produit. C'est le chat qui fume qui a produit, mais le chat qui fume ne l'a pas dans sa collection. C'est complètement dingue en fait. Là, si on prend le label 8 Films, c'est un label de films de fesses allemands, quoi. C'est absurde. Alors, ok, il y a un peu d'érotisme dans le film, mais on n'est pas sur un film de cul, en fait. Enfin, clairement, on est vraiment sur un giallo. Donc pareil, avec bande-son complètement géniale de Double Dragon. Donc là, encore une fois, il y a vraiment de la grosse synthwave avant l'heure, en fait. Parce que là, on est sur 2010-2011, là. Et voilà, les deux co-réalisateurs, hein, et lui qui est revenu récemment avec un giallo qui a l'air super maîtrisé, qui a l'air encore une fois ultra esthétisant, complètement fou, 13 notes en rouge, dont on attend une édition vidéo impatiemment. Physique, ouais, on espère. Ouais, voilà. Mais voilà, pour donner un peu une idée des quelques plans qu'on peut avoir sur le film. Mais encore une fois, c'est ultra esthétisant, c'est vraiment... c'est racé. Il y a vraiment, enfin, il y a un vrai truc en fait. À mon avis, on va devoir censurer. On met pas ça sur YouTube. Voilà. Ouais, enfin voilà. Ouais, j'ai envie de te dire, tu sais, si tu monétises pas la vidéo. Je ne crois pas. On continue. On va avancer quand même là. Sorcereur, ouais, ça c'est bon ça. Ouais, Sorcereur. Bah tiens, on parlait de. William Friedkin. Voilà. On parlait tout à l'heure de. d'Abel Ferrara. Bah ESC a sorti une série Mediabook sur les films de Abel Ferrara. Donc L'Ange de la Vengeance, Miss 45, que je vous ai montré tout à l'heure. New York 2h du matin et China Girl. Hyper important ce film d'ailleurs. Vraiment, vraiment cool. Et là, on est vraiment sur un réalisateur punk qui a fait des films assez coup de poing en fait.
Vraiment très très belle série de films avec les jaquettes alternatives. Ah ouais. Ah, c'est beau ça. Ouais. Donc là, tu vois, des belles éditions ESC en fait. Hein. Ah, je m'étais dit, putain, c'est en relief ou pas? Mais non. Ouais, non, c'est un peu On a glossy en l'impression, fait. C'est un peu une glossy, illusion ouais, sur la Là, pareil, il y a tranche. du glossy sur le couteau. Alors, tu nous as sorti un Chucky. Ouais, voilà, donc. C'est quelle édition ça? Bah, c'est une édition ESC en fait. Ouais. Édition ESC de Child's Play, donc le premier Chucky, film de Don Mancini. La naissance du plus petit tueur en série de l'histoire du cinéma. Pareil, Mediabook français. Vraiment magnifique. Pour une saga de films vraiment super chouette et qui vieillit bien en plus. Cette saga elle vieillit vraiment bien parce que à part le Chucky 5 qui est passable, on a la fiancée de Chucky, Chucky 4 qui est génial, Chucky 6 et 7 qui sont très très bons en fait. Je trouve la série se renouvelle assez efficacement. 30 jours de nuit, excellente série de films de vampires. Josh Hartnett. Ouais. Et, le réalisateur du premier, David Slade, qui avait réalisé un très bon huis clos psychologique avec Ellen Page, Hard Candy. J'ai eu un peu de mal. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé avec Patrick Wilson. Vraiment. Ouais. Bah tiens, voilà, je parlais justement Let the Right One In, c'est Morse. Oui. Ça c'est la version US du film. Excellent ça. On part tout en haut là, je vois qu'il y a la galaxie de la terreur. Galaxy of Terror. Ouais, voilà, bah ça c'est les Ça, fameuses c'est collections Corman. Donc c'était des rééditions, des remasters HD faits il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y a Backfilm qui avait sorti. Ouais, voilà. que Ouais. Tu dois l'avoir, il me Ouais, semble. j'ai aperçu. exact. Ah non, c'est Mad Movie. Je crois que tu dois avoir l'édition Mad Movie. Ouais, mais c'est Backfilm, je crois. Backfilm, ok, C'est ouais. Backfilm qui avait édité le truc. On a Forbidden World, Voilà, Mutant aussi de ouais. Superman, Slumber Party Massacre, Massacre, ouais. C'est ça, ouais. Voilà. Le dentiste de Yuzna. De chez Backfilm aussi. Voilà. 1 et 2. Toxic Avenger, la saga Toxic Avenger de Lloyd Kaufman. Le Pacte des loups, l'édition ultime. Lenticulaire. DVD, voilà, ouais. La collection Tremors. Très bonne série B, ça, et Tremors. Pareil, une série qui se bonifie avec le temps en fait, clairement. Le Chucky, voilà. Tetsuo et Destination Finale. Le coffret Rob Zombie. Devil Rejects, La Maison des Mille Morts. La Maison des Mille Morts qui est un excellent film d'horreur à l'ancienne. Très crasse. Il y a tout l'univers visuel de Rob Zombie d'ailleurs dedans. Vraiment sympa. Et on descend. Dis-nous ce que tu as mis en bas là du coup. Il y a de l'asiatique là, je vois ici. Ouais, il y a des... Police Story. Voilà, Toxic, ouais, il y a des trucs Donc, d'arts si. martiaux chinois. Il y a deux, trois films d'action après. Hein. Ouais, c'est Les classique. Hong Bak, On retrouve. Hong Bak qui est un film thaïlandais culte sur le Muay Thai. Vraiment, j'adore ce film. Tu vas Far Cry. Ouais, bah, ouais, il y a les films d'Uwe Boll. Attention, il y a du lourd là-dedans. Il y a du très lourd. Visuellement, quand on voit en fait la boîte d'un film, la jaquette d'un film, Mhm. ça nous remémore énormément de choses de ce qui se passe dans le film. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui regardaient un film en streaming ou en téléchargement, en fait, la plupart de ces gens ne connaissent même pas la jaquette du film. Et en gros, voilà, le streaming, c'est un peu le fast-food du cinéma. C'est-à-dire que, en gros, c'est vite vu, vite oublié. Et voilà, on n'a pas le même rapport au cinéma, je trouve, Bien sûr. sur ces plateformes-là, Mm. que aller au cinéma directement. On a vu l'affiche du film, on va au cinéma, ou alors simplement collectionner en fait. Je pense que même pour la mémoire vive des films, c'est important d'avoir l'objet en fait.
Parce que vraiment, moi, je vois la jaquette d'un film, c'est direct que je me dis, ah ouais, il y a cette scène-là, et en fait, vraiment, je m'en suis rendu compte que les gens qui n'achetaient pas les films en physique, ou qui n'allaient juste pas au cinéma, on va dire qui utilisaient juste le streaming, n'ont pas du tout de mémoire visuelle des 10 films, en fait. C'est pas du tout le même moyen de consommer, en fait. Donc, enfin, moi, personnellement, je me vois pas consommer des films en streaming, clairement. Ça, je sais pas, la manière de consommer ne m'intéresse pas, en fait. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, ça me L'un n'empêche permet pas pas. l'autre, c'est vrai. Par exemple, Bien sûr. je suis sur la plateforme Shadow, ça me permet de découvrir des films C'est vrai. qui potentiellement peuvent me plaire. Et si ça me Ouais. plaît, je les prendrai en support physique, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Là, à la limite, S'ils pourquoi pas, existent. effectivement. Mais je pense que c'est surtout pour ça. C'est vraiment pour en garder un souvenir, en fait. Parce que voilà, là, on peut à tout moment revoir le film. Bien sans se soucier que son abonnement est arrivé Il est à toi, à tu terme. le possèdes. Il est à C'est toi. ça, ouais, tu le possèdes, quelque part tu le possèdes ad aeternam, en fait. Il faut juste la place. C'est ça, ouais, faut juste de la place, effectivement, faut juste de la place, se rappeler où Ouais. on a mis telle chose, Ouais. et voilà, en fait. Non, merci pour ton intervention, nous avoir fait découvrir ta collection. Et on se dit à bientôt aussi pour d'autres collections, Bah ouais, bien grave, sûr. grave. En attendant, vive le 7e art, vive le support physique, et à bientôt. À la prochaine.